Si vous pleurez sur mon gilet, dit une voix dans l'obscurité, je serai obligé de vous facturer le nettoyage. Et je vous préviens, il est de très belle qualité, et le nettoyage vous ruinera. Pride Ambrose avait fermé la porte derrière elle. Elle s'était appuyée contre, certaine d'être seule. Elle poussa un petit cri étranglé et se retourna brusquement. Elle ne voyait absolument rien. La pièce n'était pas éclairée, à l'exception de la lueur rouge d'un feu mourant. Et c'est du grand fauteuil à oreilles devant ce feu que la voix était venue. Une voix d'homme, basse, sèche et amusée, parfaitement à l'aise. « Je ne pleure pas », dit-elle avec toute la dignité possible pour quelqu'un plaqué contre une porte dans le noir. « Je me reprends. Et je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. Cette pièce était sombre. Je la croyais vide. Elle était sombre, convint la voix. Et je la croyais vide aussi. C'est précisément pourquoi je l'ai choisie. Je suis venu ici pour échapper à 300 personnes, un quatuor à cordes et une femme nommée Lady Bracewell. Elle a passé toute la soirée à essayer de me présenter sa nièce. J'ai éteint les bougies moi-même et je me suis assis dans cet excellent fauteuil. J'avais la ferme intention de rester seul jusqu'à minuit. Et maintenant, elle entendait le sourire dans sa voix, sec comme l'automne. Voilà une jeune femme qui a fait irruption par la porte. Elle s'est plaquée contre, comme si elle était poursuivie par des loups. Elle dit qu'elle ne pleure pas et qu'elle pensait la pièce vide. Il semble que nous ayons eu la même idée, madame, et que nous ayons choisi le même refuge. C'est malheureux, car un refuge avec 2 personnes n'est plus qu'une simple pièce. Les yeux de Pride s'habituaient à l'obscurité. Elle pouvait maintenant distinguer sa silhouette. C'était un homme de grande taille qui se dépliait de son fauteuil et se levait. Une grande silhouette sombre se découpait sur les dernières braises rouges. Quelque chose dans sa stature, son aisance et sa voix sèche et posée fit battre son cœur. Son cœur battait déjà la chamade à cause de sa fuite, mais maintenant, il s'emballait pour une toute autre raison. « Je suis désolé d'avoir troublé votre solitude, dit-elle. Si vous voulez bien m'excuser, j'en trouverai une autre. » Elle s'arrêta. De l'autre côté de la porte, dans le couloir, venait le son qu'elle avait fui. Une voix d'homme qui la cherchait. « Pridey, Pridey, ne sois pas stupide. Sors de là. »« Tu as tout mal compris, Pridey. » Elle se figea contre la porte. « Ah, dit l'étranger. » Il y avait une nouvelle note dans sa voix sèche, plus acérée maintenant. « Pas des loups, un prétendant, et un prétendant infidèle. Si je peux me fier à la fausseté particulière de ceux, ne sois pas stupide, tu as tout mal compris. J'ai déjà entendu ce ton exact. Il vient d'hommes pris en train de faire précisément ce qu'ils jurent que vous avez mal compris. À quoi l'avez-vous surpris? Cela ne vous regarde absolument pas, murmura Pridey avec fureur. Cela me regarde entièrement, répliqua l'étranger à voix basse. Car il est sur le point d'ouvrir cette porte. Il va vous trouver dans une pièce sombre, et moi avec vous. Et la situation dans laquelle il nous surprendra sera bien plus compromettante que celle où vous l'avez surpris. Et j'ai passé 40 ans à éviter précisément ce genre de scène. Alors si nous devons être ruinés ensemble dans les 30 prochaines secondes, j'aimerais au moins connaître le nom de la jeune femme avec qui je vais être ruiné, et la nature du crime qui a causé ma perte. Une pause. Vite, madame, il arrive. Les pas se rapprochaient. Pridey, acculée, le cœur battant, prit une de ces décisions qu'elle passerait le reste de sa vie à regretter ou à bénir. Et elle ne fut jamais tout à fait sûre de son choix. Pride Ambrose, souffla-t-elle. Et je l'ai surpris dans la véranda avec ma propre cousine. Il était à genoux devant elle. Il lui disait exactement les mêmes choses qu'il m'avait dites il y a 15 jours quand il m'a demandé ma main. Mot pour mot, le même discours. Comme si nous étions interchangeables. Comme si une demande en mariage était une chose qu'un homme pouvait faire 2 fois en 1 mois à 2 femmes différentes, sans être sincère, ni l'une ni l'autre fois. Voilà à quoi je l'ai surpris. Et maintenant, il prétend que j'ai mal compris. Il me pourchasse dans la maison pour trouver une explication. Et je préférerais être ruiné dans une pièce sombre avec un parfait inconnu que de laisser cet homme m'approcher à nouveau. Je refuse qu'il me dise que ce que j'ai vu de mes propres yeux était autre chose. Il y eut un silence de la part de la silhouette sombre près du feu. Puis l'étranger dit, d'une voix qui avait perdu toute trace de sécheresse et contenait maintenant autre chose, quelque chose de plus calme et de plus chaleureux. « Alors vous feriez mieux de venir vous tenir près du feu, mademoiselle Ambrose, là où il y a de la lumière. Et laissons-nous trouver ensemble en parfaite innocence,
plutôt que d'être surpris ensemble dans le noir. Car c'est dans le noir que vit le scandale. Et si nous nous tenons calmement près des braises quand il ouvrira la porte, deux étrangers qui se sont retrouvés dans la même pièce, cela ressemblera beaucoup moins à la ruine et beaucoup plus à rien du tout. Venez, tenez-vous ici. Et quand il ouvrira la porte, ne dites rien. Laissez-le-moi. Je me trouve soudainement de très bonne humeur pour m'occuper d'un homme qui fait 2 demandes en mariage en 15 jours. Et je n'ai pas été d'humeur à m'occuper de qui que ce soit depuis très longtemps. Elle traversa la pièce jusqu'au feu. Elle se tint là où il le lui avait demandé, dans la faible lumière rouge. Elle leva les yeux vers lui pour la première fois et vit un visage qu'elle connaissait, ou connaissait à moitié. Un visage fort, sombre et sévère qu'elle avait aperçu plus tôt dans la salle de bal. On lui avait murmuré, d'une manière étrange, de l'éviter. Le duc de Jarnis, le grand reclus, l'homme le plus froid et le plus craint des 3 comtés du Nord. Il ne venait jamais à de telles réceptions. Et il était venu à celle-ci, disait-on, uniquement par obligation familiale. Et il avait passé toute la soirée à repousser chaque âme qui l'approchait, avec un regard semblable à une porte fermée. « Vous êtes le duc de Jarnis, dit-elle faiblement. « Je le suis, dit le duc, et vous êtes la jeune femme qui va m'aider à passer la soirée la plus divertissante que j'ai eue en une décennie. Tenez-vous tranquille, mademoiselle Ambrose. Le voilà qui arrive. N'ayez pas peur. Quoi qu'il arrive d'autre ce soir, je vous promets ceci. Vous n'aurez plus jamais à vous expliquer devant cet homme. Laissez-le-moi entièrement. » Et la porte s'ouvrit. Le prétendant infidèle, M. Aldous Renwick, beau, suave et entièrement satisfait de lui-même, entra par la porte, parlant déjà. Il prononça 3 mots de son « ne sois pas stupide » avant de voir qui se tenait à côté de Pride Ambrose près du feu. Et les mots moururent dans sa gorge. « Votre grâce, balbutia-t-il. Je vous demande pardon. Je cherchais, c'est-à-dire, mademoiselle Ambrose et votre quoi? Dites le duc de Jarnis aimablement. Cette amabilité était la chose la plus effrayante que Pridey ait jamais entendue. On lui avait dit que le duc de Jarnis était froid et sévère. Elle s'était attendue, s'il choisissait de s'occuper de Renwick, à une expédition froide et sévère. Elle ne s'était pas attendue à cela. Cette amabilité douce, sèche et dangereuse d'un grand chat, qui a décidé de jouer avec une chose avant d'en avoir fini avec elle. Et elle vit Aldous Renwick le sentir aussi. Elle vit la confiance suave et belle se vider de lui. Et elle comprit que le duc de Jarnis était bien plus dangereux quand il était amusé que quand il était froid. « Votre quoi, monsieur Renwick, n'est-ce pas? »« Oui. Je me fais un devoir de connaître les noms des personnes dans une maison que je suis obligé de visiter. Renwick, vous étiez sur le point de me dire ce que mademoiselle Ambrose est pour vous. Je vous en prie, finissez. Je suis... elle est... » « Nous avons un accord, réussit à dire Renwick. « Vraiment? » dit le duc. « Comme c'est curieux, parce que mademoiselle Ambrose vient de me dire, et elle me semble être une jeune femme sincère, bien plus sincère que vous. D'après les faits, il n'y a pas une demi-heure, elle vous a trouvé dans la véranda, à genoux devant sa cousine. Vous lui faisiez mot pour mot la même demande en mariage que vous aviez faite à mademoiselle Ambrose elle-même il y a 15 jours. Le même discours, 2 fois, à 2 femmes, en 15 jours. Le duc pencha la tête. « J'avoue que je suis partagé, monsieur Renwick, entre le dégoût et une sorte d'admiration. Le dégoût pour des raisons évidentes. L'admiration parce qu'il faut une pauvreté d'imagination vraiment remarquable pour ne composer qu'un seul discours de demande en mariage dans toute une vie. Et ensuite l'utiliser comme un passe-partout, l'essayant sur chaque serrure de la maison. L'avez-vous écrit, je me demande, et mémorisé, ou bien vous vient-il spontanément à chaque fois? Les mêmes mots, comme l'eau qui trouve le même canal. Je demande par pure curiosité scientifique. C'est un spécimen d'un genre que je n'ai jamais rencontré auparavant. Renwick était passé du blanc au rouge. Votre grâce, avec tout mon respect, c'est une affaire privée entre mademoiselle Ambrose et moi-même. Et je dois vous demander, elle a cessé d'être privée, dit le duc, au moment où vous avez commencé à pourchasser la jeune dame à travers la maison, criant son prénom dans les couloirs comme un fermier, après une génisse égarée. La moitié des invités vous a entendu. Ce n'est plus une affaire privée, c'est presque une affaire publique, et elle est sur le point de devenir entièrement publique, car j'entends. Et en effet, Pride les entendait aussi maintenant. Des pas et des voix qui s'approchaient,
attiré par les cris de Renwick. J'entends un certain nombre de vos compagnons invités qui viennent voir ce que vous avez provoqué. Alors réglons cela publiquement, puisque vous l'avez rendu public. Voici ce que vous allez faire, monsieur Renwick. Vous allez retirer votre accord avec mademoiselle Ambrose ce soir, clairement, devant témoins. Et vous le ferez dans un langage qui ne laisse aucune tache sur elle. Vous direz que vous avez réalisé que vos affections étaient engagées ailleurs, que vous vous êtes mal comporté, que la faute était entièrement la vôtre, et que mademoiselle Ambrose est irréprochable et a été maltraitée. Vous vous excuserez auprès d'elle, puis vous irez demander la main de sa cousine correctement. Vous l'épouserez et vous lui serez fidèle pour le reste de votre vie. Car si j'entends que vous avez traité cette jeune femme comme vous avez traité celle-ci, je m'intéresserai personnellement à vos affaires, monsieur Renwick. Et vous ne voulez pas que le duc de Jarnis s'intéresse personnellement à vos affaires. Nous comprenons-nous bien? Et à ce moment-là, le duc menaçant, Renwick acculé, la lumière du feu faible, la porte que Renwick avait laissée entr'ouverte s'ouvrit complètement. Un groupe d'invités apparut, des bougies tenues hautes, et Lady Bracewell au premier rang, et ils virent le tableau. Monsieur Renwick, rouge et balbutiant, et mademoiselle Pride Ambrose, seuls dans une pièce sombre, avec le duc de Jarnis. Les deux près du feu, sans chaperon, la nuit. Il y eut une inspiration collective. Pride y comprit en un instant, avec un haut le cœur, à quoi cela ressemblait exactement et ce que cela signifierait. Peu importait ce qui s'était réellement passé. Peu importait qu'elle se soit réfugiée ici en toute innocence et que le duc l'ait protégée. Une jeune femme non mariée, trouvée dans une pièce sombre, seule avec un homme, lors d'une réception, la nuit. Elle était ruinée, complètement et définitivement. Et aucune explication au monde ne la sauverait, car la société ne se souciait pas de ce qui s'était passé, seulement de ce à quoi cela ressemblait. Et cela ressemblait à la fin de Pride Ambrose. Elle sentit le sang quitter son visage. Elle ouvrit la bouche, bien qu'elle n'eût aucune idée de ce qu'elle allait dire, de ce qui pouvait être dit. Et le duc de Jarnis s'avança très légèrement devant elle, de sorte que son épaule se trouvait entre elle et la foule qui la dévisageait. Un geste de protection si instinctif et si complet qu'elle le sentit dans sa poitrine comme une main posée sur son cœur. Et il dit d'une voix parfaitement calme, ennuyée, inattaquable, « Ah, Lady Bracewell, et compagnie, vous arrivez juste à temps. Vous pouvez être les premiers à nous souhaiter du bonheur. » Il marqua une pause, et Pridey sentit le monde entier basculer au bord de ce qu'il allait dire ensuite. « Mademoiselle Ambrose m'a fait le très grand honneur d'accepter ma main. Nous nous sommes retirés ici pour régler l'affaire en privé, loin de la foule. Monsieur Renwick, un vieil ami de la famille, a eu la gentillesse d'être le premier à nous féliciter. N'est-ce pas? Oui. Voilà, tout est réglé. Le duc de Jarnis va se marier. Vous pouvez le dire à qui vous voulez. Je me trouve trop heureux pour garder le secret un instant de plus. » Elle garda le silence jusqu'à ce que le dernier d'entre eux se soit retiré, jusqu'à ce que Lady Bracewell ait haleté, rayonné et se soit précipitée pour répandre la nouvelle la plus délicieuse de la saison, et que Renwick se soit éclipsé, confus, et que la porte se soit refermée. Et Pridey Ambrose se retrouva seule avec l'homme à qui elle était maintenant, aux yeux du monde entier, fiancée. Alors elle se tourna vers lui. « Vous avez perdu la tête, dit-elle. Vous avez annoncé nos fiançailles à Lady Bracewell, qui est la plus grande commère d'Angleterre. Ce qui signifie qu'au petit déjeuner, la nouvelle sera connue dans 3 comtés. Ce qui signifie que cela ne peut être démenti. Ce qui signifie, votre grâce, comprenez-vous ce que vous avez fait? Vous vous êtes lié à une femme que vous avez rencontrée il y a un quart d'heure, dont vous ne savez rien. Pour lui épargner un scandale qui n'était même pas de sa faute, et vous ne pouvez pas revenir en arrière, et je ne vous y tiendrai pas. Et maintenant, nous sommes tous les deux dans une situation bien pire qu'il y a 10 minutes, quand j'étais simplement une jeune fille éconduite dans une pièce sombre. Vous vous êtes ruiné pour me sauver. C'est la chose la plus galante et la plus idiote que j'ai jamais vu quelqu'un faire. Et je ne le permettrai pas. Vous ne le permettrez pas, répéta le duc. Et il y avait de nouveau cet amusement sec, plus chaleureux maintenant. Mademoiselle Ambrose, je suis le duc de Jarnis depuis 22 ans. Et pendant tout ce temps, je ne crois pas qu'une seule âme m'ait dit ce que je permettrai ou ne permettrai pas. Je trouve cela rafraîchissant. Continuez, je vous en prie. Ne vous moquez pas de moi.
C'est de ma vie que vous avez disposé. Je ne me moque pas de vous. Il le dit doucement. Et elle s'arrêta, surprise par le changement dans sa voix. Asseyez-vous, mademoiselle Ambrose. Là, dans l'autre fauteuil. Laissez-moi vous dire ce que j'ai fait et pourquoi. Et ensuite, vous pourrez vous déchaîner contre moi autant que vous le voudrez. Mais au moins, vous vous déchaînerez contre la vérité et non contre vos propres suppositions. Il attendit qu'elle s'assoie, méfiante, sur le bord du fauteuil. Puis il se laissa retomber dans le sien, la lumière du feu sur son visage, fort et sévère. Premièrement, je ne me suis pas ruiné. C'est votre crainte. Et elle est généreuse. Et elle est fausse. Je suis le duc de Jarnis. Un duc ne se ruine pas en se fiançant. Un duc confère, il ne reçoit pas. Le monde ne dira pas que j'ai été piégé. Il dira que vous avez été extraordinairement chanceuse, ce qui est injuste. Mais c'est ainsi que le monde juge ces choses. Et cela signifie que tout le poids de ceci tombe, aux yeux du monde, entièrement comme un cadeau pour vous, et pas du tout comme un coup pour moi. Je n'ai rien risqué. Vous avez tout sauvé. C'est simplement l'arithmétique du wrong. C'est monstrueusement injuste. Et ce soir, il se trouve que c'est injuste en votre faveur. Je suggère que nous acceptions le cadeau que l'injustice nous offre, plutôt que de nous quereller avec elle. Pridey ouvrit la bouche et la referma. Deuxièmement, poursuivit le duc, vous dites que je ne sais rien de vous, et c'est vrai. Et il est aussi vrai que vous ne savez rien de moi. Que des fiançailles ont été fondées sur bien moins que cela. Mais vous avez tort de penser que j'ai agi à l'aveuglette. Ce n'est pas le cas, mademoiselle Ambrose. Je vous observe depuis un quart d'heure dans le noir, en pleine crise. C'est un quart d'heure bien plus révélateur que toute une saison de mondanité dans les salons. 40 ans de crise, une personne ne peut pas jouer un rôle. Elle ne peut qu'être ce qu'elle est. Et dans le dernier quart d'heure, je vous ai vu fuir un homme qui vous a fait du tort, plutôt que de pleurer sur lui. Je vous ai vu dire à un parfait inconnu la pure vérité d'une humiliation, sans phare ni apitoiement. Je vous ai vu, quand j'ai annoncé nos fiançailles, penser d'abord non pas à votre propre sauvetage, mais à ma supposée ruine, et vous lever pour m'interdire de me sacrifier pour vous. Comprenez-vous à quel point c'est rare? J'ai passé 22 ans parmi des gens qui ne pensent qu'à eux, d'abord, ensuite et toujours. Je me suis assis dans cette pièce sombre ce soir pour échapper à 300 d'entre eux. Et dans mon refuge a fait irruption la seule personne que j'ai rencontrée en une décennie, qui, se voyant offrir un sauvetage, a immédiatement essayé de le rendre, parce qu'elle craignait qu'il ne coûte trop cher au sauveteur. Je n'ai pas agi à l'aveuglette, mademoiselle Ambrose. J'ai agi sur la base des meilleures informations que j'ai recueillies sur un être humain en 10 ans. Il se trouve qu'elles sont arrivées très vite. Mais c'étaient des informations, et elles étaient bonnes, et j'ai eu confiance. Elle le dévisagea. Le feu crépita et se tassa. Troisièmement et dernièrement, dit le duc plus doucement, vous dites que vous ne me tiendrez pas à cela, et je respecte cela. Alors je vous offrirai la même liberté que je voudrais qu'on m'offre. Les fiançailles sont annoncées. Elles ne peuvent être démenties ce soir sans vous ruiner, ce qui va à l'encontre de tout l'objectif. Donc elles tiennent pour l'instant. Mais écoutez-moi, je ne vous tiens à rien. Si dans 1 mois ou 3, vous trouvez que vous ne pouvez pas me supporter, et je suis, on me l'a dit de source sûre, un homme difficile à supporter, froid, solitaire et plein d'habitudes, alors vous romprez. Vous, pas moi. La dame rompt toujours. Cela ne lui fait aucun tort, et à moi aucune blessure durable. Vous romprez, et je laisserai entendre que la faute était mienne. Une certaine froideur, un certain manque de raison, et vous partirez avec votre réputation intacte et mes meilleurs vœux. Et personne ne dira jamais que vous avez été éconduite, piégée ou ruinée. Car vous aurez été, pour une saison, la jeune femme qui était fiancée au duc de Jarnis et qui a trouvé qu'elle pouvait faire mieux. C'est le pire des cas, mademoiselle Ambrose, et ce n'est pas un mauvais cas. Et le meilleur des cas, il marqua une pause, et quelque chose traversa son visage sévère qu'elle ne put tout à fait lire. Le meilleur des cas, c'est que nous nous entendions bien, que les informations que j'ai recueillies dans le noir se révèlent solides, qu'un incident dans une pièce non éclairée se révèle être l'accident le plus heureux de 2 vies solitaires. Je ne dis pas que ce sera le cas, je dis seulement que cela pourrait l'être. Et que je découvre, à ma très grande surprise, car je suis venu dans cette maison ce soir avec l'intention de ne parler à personne et de partir le plus tôt possible, que j'aimerais bien le découvrir.
Nous laisserez-vous le découvrir. Pas de promesses, pas de pièges, seulement des fiançailles de convenance. Concluse pour sauver votre nom, avec une porte de sortie claire, de votre propre main, quand vous le souhaiterez. Et si nous avons de la chance, une occasion de découvrir, si cette porte est une que l'un de nous voudra jamais utiliser. Pridey Ambrose regarda le duc de Jarnis à travers le feu mourant. Cet homme froid, sévère, craint, qui venait, en l'espace d'un quart d'heure, d'expédier son prétendant infidèle, de sauver sa réputation, de proposer de porter tout le blâme si elle se lassait de lui, et d'avouer qu'il aimerait découvrir s'il s'entendait bien. Et elle sentit que son cœur, qui avait battu la chamade de peur puis de colère, battait maintenant la chamade pour toute autre chose. Quelque chose qui ressemblait absurdement, dangereusement, à de l'espoir. « Oui, dit-elle. D'accord, découvrons-le. Mais je vous préviens, votre grâce, je suis aussi difficile à supporter. Je dis toujours ce que je pense, que cela plaise ou non. Je n'ai ni fortune, ni relations importantes. Et je viens d'être humilié par un homme qui m'a trouvé interchangeable avec ma cousine. Je ne suis donc pas d'humeur à être la solution de convenance de qui que ce soit. Si nous devons découvrir si nous nous entendons bien, nous le découvrirons honnêtement, tous les deux. Pas de galanterie, pas de comédie. Soyez aussi froid, solitaire et difficile que vous l'êtes vraiment. Et je serai aussi direct, sans le sou et ingérable, que je le suis vraiment. Et nous verrons ce qui reste debout quand aucun de nous ne fera semblant. Ce sont mes conditions. Mademoiselle Ambrose, dit le duc de Jarnis. Et pour la première fois de la soirée, il eut un vrai sourire. Un sourire lent et surpris, qui transforma entièrement son visage sévère. Je crois bien que ce sont les premières conditions qu'on m'ait proposées en 20 ans que j'ai eu envie d'accepter de tout mon cœur. La découverte commença le lendemain matin. Et elle ne se déroula pas du tout comme l'un ou l'autre s'y attendait. Ce qui fut, réfléchit le duc par la suite, le premier signe que cela allait fonctionner. Il s'était attendu, pour autant qu'il se soit permis d'attendre quoi que ce soit, à ce que sa fiancée de convenance arrive pour leur premier véritable entretien. Il l'imaginait soumise, reconnaissante, se tenant à carreau, anxieuse de plaire au grand homme qui l'avait sauvée. Presque tout le monde, d'après son expérience, se tenait à carreau, en présence du duc de Jarnis. Et leur bonne conduite l'ennuyait à la lisière de la folie. Car une personne qui se tient à carreau est une personne que l'on ne peut pas voir. Au lieu de cela, Pryde Ambrose arriva à l'heure convenue. On la fit entrer dans le salon du matin où il attendait. Elle regarda autour d'elle la grandeur froide et formelle de la pièce et dit « Mon Dieu, est-ce que quelqu'un vit vraiment ici, ou est-ce que c'est gardé uniquement pour intimider les visiteurs? Parce que ça réussit très bien la deuxième chose, et pas du tout la première. Il n'y a pas une seule chose dans cette pièce qui suggère qu'un être humain s'y soit jamais assis pour le plaisir. Toute la maison est-elle comme ça? Toute la maison, dit le duc, est exactement comme ça. Alors pas étonnant que vous vous soyez réfugié dans une pièce sombre pour échapper à une fête, dit Pridey. Vous n'avez aucune pièce joyeuse où vous réfugiez. Vous avez fui une pièce froide pour une autre toute votre vie. C'est très triste en fait, quand on y pense. Toute cette splendeur, et nulle part où s'asseoir au chaud. Le duc de Jarnis regarda sa fiancée de 18 heures. Elle venait d'entrer dans son salon ancestral et avait diagnostiqué la tristesse centrale de son existence en moins d'une minute. Et il sentit le sol se dérober sous ses pieds, comme il s'était dérobé dans la pièce sombre la nuit précédente. Le sentiment d'une personne qui voyait plus qu'on ne lui montrait. « Vous êtes très franche, mademoiselle Ambrose. Je vous avais prévenu que je le serais. Vous avez dit que vous le vouliez. Le regrettez-vous déjà? Nous n'en sommes pas à une heure de découverte, et vous êtes devenu tout à fait silencieux. C'est soit un très bon signe, soit un très mauvais signe, et je ne peux pas encore dire lequel. C'est un très bon signe, dit le duc lentement. C'est seulement que je n'y suis pas habitué. Les gens ne me disent pas, en règle générale, que ma maison est triste. Ils me disent qu'elle est magnifique. On me dit qu'elle est magnifique depuis 22 ans, et je les ai plus ou moins crus. Et il a fallu qu'une jeune femme sans le sou que j'ai rencontrée dans le noir il y a 18 heures entre et me dise la vérité. C'est-à-dire qu'elle est magnifique et triste, les deux à la fois, et que j'ai fui une pièce froide pour une autre toute ma vie. Je ne pense pas que quelqu'un m'ait jamais dit une chose plus vraie. C'est une sensation des plus inconfortables. Je trouve que j'en veux beaucoup plus. Et ainsi de suite. Il lui avait offert des fiançailles de découverte, sans comédie de part et d'autre. Et Pryde Ambrose le prit précisément au mot,
et ne lui offrit aucune comédie. Ce qui fut, il en vint à le comprendre au cours des semaines suivantes. Le cadeau le plus rare et le plus précieux que quiconque lui ait jamais fait. Elle se disputait avec lui, elle le taquinait, elle refusait absolument d'être intimidée par son rang, sa réputation, sa froideur ou sa splendide et triste maison. Et elle lui disait la vérité sur tout cela, joyeusement, sans relâche, jusqu'à ce que le duc de Jarnis se surprenne à faire une chose qu'il n'avait pas faite depuis qu'il était enfant. Rire dans sa propre maison, en plein jour, à quelque chose qu'une personne avait dit. Elle réorganisa son salon du matin. Elle le fit sans demander, au cours de plusieurs visites, selon la théorie qu'elle lui annonça, sans la demander, que si elle était obligée de s'y asseoir pendant leurs fiançailles, elle ne s'assierait pas dans un mausolée. Elle fit repousser les grands fauteuils dorés et fit venir un petit canapé confortable d'une aile abandonnée. Elle fit disposer des livres, entretenir le feu correctement et apporter des fleurs, de vraies fleurs, des serres négligées. Et en moi, la pièce la plus froide et la plus formelle de la maison la plus froide et la plus formelle du nord de l'Angleterre était devenue, de manière improbable, un lieu où deux personnes s'asseyaient, parlaient, se disputaient et riaient. Un lieu chaud, humain, vivant. Et le duc de Jarnis y venait chaque matin de ses fiançailles avec un empressement qui aurait étonné chaque âme qui l'avait jamais qualifié de froid. « Vous colonisez ma maison une pièce à la fois », observa-t-il quelques semaines plus tard, la regardant replier ses pieds sur le canapé qu'elle avait installé, tout à fait à l'aise. D'abord le salon du matin, puis sans aucun doute la bibliothèque, et ensuite la petite salle à manger. Et avant que je ne m'en rende compte, il ne me restera plus une seule pièce froide, triste et grandiose, pour y ruminer. Et je n'aurai nulle part où être sévère, et toute ma réputation s'effondrera. « Tant mieux », dit Pridey. « Votre réputation est absurde de toute façon. Vous n'êtes pas du tout sévère. Vous avez seulement l'air sévère, ce qui est une chose très différente. Et je l'ai compris en 1 minute environ après vous avoir rencontré dans le noir. Quand vous avez proposé de me faire payer le nettoyage de votre gilet. Un homme vraiment sévère ne fait pas de blagues pour empêcher les filles de pleurer. Il les laisse simplement pleurer et est agacé. Vous avez fait une blague parce que vous avez vu que j'étais en détresse et que vous vouliez me distraire. Et vous avez déguisé la gentillesse en sécheresse parce que vous avez passé votre vie à déguiser vos gentillesses en sécheresse. Parce que quelque part en chemin, quelqu'un vous a appris qu'il n'était pas sûr d'être vu comme étant gentil. Je n'ai pas encore compris qui ni pourquoi. Mais je le ferai. Nous sommes en train de découvrir, après tout. Et c'est la chose que je découvre à votre sujet. Votre grâce, une pièce froide à la fois. Que vous êtes l'homme le plus chaleureux que j'ai jamais rencontré. Caché à l'intérieur du plus froid. Et que tout le duc de Jarnis sévère est un costume que vous avez enfilé il y a si longtemps que vous avez oublié que vous le portiez. J'ai l'intention de vous l'enlever. Considérez-vous comme prévenu. Il a pris son histoire par bribes au cours de ses fiançailles. De la manière dont on apprend l'histoire d'une personne que l'on commence à aimer. Pas en un seul récit, mais par fragments lâchés et recueillis jusqu'à ce qu'une forme entière émerge. Elle avait été l'enfant unique d'un pasteur de campagne. Il avait peu de moyens, mais un grand cœur. Et sa mère avait été la fille d'un gentleman qui avait épousé le pasteur par amour, contre la volonté de sa famille, et ne l'avait jamais regretté. Et Pride avait grandi, lui raconta-t-elle, dans une petite maison chaleureuse et modeste, pleine de livres, de musique et de rire, et avec très peu d'argent. Et elle avait été heureuse jusqu'à ses 17 ans, d'une manière dont elle n'avait pas pleinement compris la rareté, jusqu'à ce qu'on la lui enlève. Car sa mère était morte quand elle avait 17 ans, et son père 2 ans plus tard. Et Pridey s'était retrouvée, à 19 ans, orpheline sans fortune et sans parents proches. Sauf un oncle et une tante riches qui la prirent par devoir et lui firent comprendre chaque jour que ce n'était que du devoir. Il n'était pas cruel, dit-elle quand il lui demanda. Je ne les peindrai pas pire qu'ils ne l'étaient. J'ai trop de respect pour la vérité. Ils m'ont nourri, vêtu, ils m'ont offert une saison, et attendaient en échange que je sois reconnaissante, silencieuse, et que j'épouse le premier homme respectable qui se présenterait, afin que je sois débarrassée de leurs mains. C'était là toute leur bonté. Un toit, une saison, et la claire compréhension que j'étais un problème à résoudre, et que la solution était un mari, n'importe quel mari, le plus vite possible. Elle regarda le feu.
Et c'est ainsi que j'ai rencontré Renwick, qui était respectable, beau et me prêtait attention. Et ma tante a encouragé le mariage avec un enthousiasme qui n'avait rien à voir avec mon bonheur et tout à voir avec la perspective de mon départ. Et moi, Lorimer, j'ai failli l'accepter. C'est la chose que je ne vous ai pas dite. J'ai failli épouser Aldous Renwick. Pas parce que je l'aimais. Ce n'était pas le cas. Je l'appréciais, ce qui est une chose différente et moindre. Mais parce que j'avais 19 ans, j'étais orpheline, pauvre et fatigué d'être un problème. Et il était une solution. Et tous ceux dont je dépendais voulaient que je prenne la solution et que je sois reconnaissante. J'ai failli le faire. Et puis je l'ai trouvé à genoux devant ma cousine, avec ma propre demande en mariage dans sa bouche. Et cela m'a réveillé comme de l'eau froide. Cela m'a montré exactement ce que j'avais failli faire. Épouser un homme qui me trouvait interchangeable avec la fille suivante. Mais vendre dans un marché sans amour pour cesser d'être un fardeau. Exactement comme la famille de ma mère avait essayé de la vendre avant qu'elle n'épouse mon père par amour. Et j'ai pensé, debout dans cette véranda, le regardant demander ma cousine en mariage, je ne le ferai pas. Je préférerais être un problème pour toujours. Je préférerais être pauvre, non désiré et un fardeau toute ma vie que de me marier sans amour comme le monde entier me le dit. Ma mère s'est mariée par amour contre l'avis de tous, et elle a été heureuse dans une modeste maison pendant 20 ans. Je préférerais avoir 20 ans dans une maison modeste que 50 dans une grande demeure avec un homme incapable de me distinguer de ma cousine. Et je me suis retourné, j'ai fui, et j'ai couru dans une pièce sombre, vers vous. Le duc de Jarnis resta silencieux un moment. « Alors, quand vous avez essayé de me rendre mon sauvetage cette première nuit, dit-il lentement, et quand vous avez proposé de rompre et de quitter le duché sans rien, ce n'était pas une stratégie ou un geste noble pour les faits. C'était simplement la même chose que vous avez faite dans la véranda. C'était vous, refusant à nouveau de faire partie d'un marché sans amour, même magnifique. Vous n'auriez pas plus épousé moi pour le duché que vous n'auriez épousé Renwick pour l'évasion. C'est le même refus. C'est la chose la plus profonde en vous. C'est la chose la plus profonde en moi, acquiesça Pridey. J'ai vu la famille de ma mère essayer de la vendre et échouer parce qu'elle a choisi l'amour et que 20 années heureuses lui ont donné raison. Et j'ai vu ma tante essayer de me vendre et j'ai failli la laisser faire. Et je n'ai été sauvé que par l'infidélité d'un homme qui m'a montré le gouffre avant que je n'y tombe. Et j'ai fait un vœu en fuyant cette véranda. Pas un vœu d'attraper un duc. Je ne savais même pas que vous existiez. Un vœu à moi-même que je ne me marierai jamais, quoi qu'il m'en coûte, sans amour. Jamais interchangeable. Jamais une solution au problème de quelqu'un ou une affaire dans le registre de quelqu'un. Et donc, vous voyez, Lorimer, la chose même que le monde murmure à mon sujet, que j'ai comploté pour attraper un duché, est l'opposé exact de la vérité à mon sujet. C'est-à-dire que je préférerais mourir pauvre que de me marier pour autre chose que l'amour. Ils m'ont comprise exactement à l'envers. Ils le font toujours. C'est le seul réconfort quand on est calomnié. La calomnie est si souvent le négatif photographique de la vérité. La chose dont on vous accuse d'être est la chose même que vous avez le plus refusé d'être. Je ne suis pas une intrigante qui a attrapé un duc. Je suis une jeune fille qui a refusé de se vendre 2 fois. Et pour ce refus, on m'a donné la seule chose que la vente n'aurait jamais pu m'acheter. Un homme qu'elle aime, qui l'aime, dans une maison chaleureuse pour 50 ans si nous avons de la chance. Le monde ne le comprendra jamais. Il n'en a pas besoin. Vous le comprenez. C'est assez. C'est tout. Elle finit par découvrir qui lui avait appris cela, bien que cela lui prit près de 2 mois. Et il ne le lui dit que parce qu'elle le lui demanda clairement. Un après-midi où la découverte était allée assez loin pour que la question directe soit possible. « Vous avez dit que quelqu'un vous avait appris qu'il n'était pas sûr d'être gentil, » dit-elle. Ils étaient dans la bibliothèque maintenant. Elle l'avait colonisé, comme il l'avait prédit. La pluie tombait sur les hautes fenêtres, et elle lui avait demandé doucement pourquoi un homme si chaleureux s'était construit si froid. Qui était ça, Ray? Lorimer, j'essaie de comprendre depuis des semaines et je n'y arrive pas. Et je trouve que je ne veux pas me tromper sur une chose qui compte tant. Alors je demande à la place. Qui vous a appris cela? Le duc resta silencieux un long moment, regardant la pluie. Puis il lui raconta. Mon père, dit-il, était l'homme le plus froid que j'ai jamais connu. Et il s'est donné pour projet particulier de geler la chaleur en moi. Parce qu'il croyait sincèrement, par principe,
que la chaleur était une faiblesse. Et qu'un duc qui ressentait des choses, et pire, qui montrait qu'il ressentait des choses, était un duc qui pouvait être géré, manipulé, ridiculisé. Il avait un dicton, un cœur tendre est une porte ouverte, et une porte ouverte est par où l'ennemi entre. Il me l'a dit 1000 fois depuis que j'étais tout petit. Et il s'est mis à fermer ma porte, à m'apprendre par 100 petites cruautés et 1000 exemples froids que se soucier de quoi que ce soit, c'était donner à quelqu'un une arme contre soi. Quand mon chien est mort, j'avais 7 ans, et j'ai pleuré. Il ne m'a pas réconforté. Il m'a dit que j'avais fait une erreur, que je m'étais permis d'aimer une chose qui pouvait m'être enlevée, et que la leçon du chagrin n'était pas que la mort est triste, mais que l'amour est une erreur. Quand ma mère est morte, j'avais 12 ans. Il n'a pas pleuré et ne m'a pas laissé pleurer. Il m'a dit qu'elle avait été une faiblesse dans sa vie. Une chose qu'il s'était permise contre son meilleur jugement, et que sa mort était, en quelque sorte, une simplification. Il a dit cela à un garçon de 12 ans à propos de sa propre mère décédée. Et je l'ai cru, Pridey. C'est la chose que je veux que vous compreniez. Pendant la plus grande partie de ma vie, je l'ai cru. J'ai construit la barrière exactement comme il m'a appris à la construire. Je me suis fermé à tout et à tous, et j'ai appelé cela de la force. Et je suis devenu le duc de Jarnis, froid et sévère, craint, solitaire et en sécurité. Et je pensais être le sage, celui qui avait appris la leçon. Celui que personne ne pouvait blesser, parce que j'avais fait en sorte qu'il ne reste rien en moi d'assez tendre pour être blessé. « Oh, Lormer, dit doucement Pride. Il y a plus, dit-il. Et c'est pire, car c'est la partie où je lui ai donné raison, ou du moins je le pensais, quand j'étais jeune, à 26 ans. J'ai oublié sa leçon une fois. J'ai rencontré une femme et je l'ai aimée, ou je pensais l'aimer. Et j'ai ouvert la barrière. Et elle, il marqua une pause. Elle en voulait au duché. Je l'ai découvert trop tard, après avoir tout ouvert, après l'avoir laissé entrer complètement. Elle ne me voulait même pas, moi. Elle voulait le titre, et elle était prête à me supporter pour l'avoir. Et elle l'avait dit à une amie, en riant, avec des mots que je n'étais pas censé entendre, et que j'ai entendus. Et j'ai refermé la barrière cette nuit-là. Et je l'ai soudée. Et je me suis dit que mon père avait eu raison depuis le début, que je m'étais laissé être tendre, et que l'amour s'était révélé être une erreur, exactement comme il l'avait promis. Et que la seule fois de ma vie où j'ai ouvert la barrière, l'ennemi était entré directement. Je l'ai gardé soudé pendant 14 ans, jusqu'à ce que, et ici il se détourna de la pluie et la regarda. Jusqu'à ce qu'une jeune femme fasse irruption par la porte d'une pièce sombre où je me cachais, et qu'elle dise à un parfait inconnu la vérité de sa propre humiliation, et qu'ensuite elle essaye de rendre le sauvetage que je lui offrais, parce qu'elle craignait qu'il ne me coûte trop cher. Et quelque chose dans la soudure s'est fissuré. Je ne sais pas comment le décrire autrement. 14 ans fermés, et une jeune fille que je connaissais depuis un quart d'heure a tendu la main à travers la fissure sans même essayer. Et je n'ai pas pu la ressouder depuis, bien que je me sois dit une douzaine de fois que je devrais. Que ce n'est pas sûr, que la voix de mon père a sûrement raison, et que la vôtre est sûrement un piège comme le dernier. Il prit une inspiration. Voilà donc votre réponse, Pridey. Mon père m'a appris la barrière, et une femme que j'ai aimée à 26 ans m'a appris à la souder. Et j'ai passé 14 ans à les croire tous les deux. Et maintenant, je ne sais plus quoi croire, car vous ne correspondez pas à la leçon. Vous êtes sans le sou. Vous ne pouvez pas en vouloir au duché comme elle le voulait. Vous avez essayé de refuser la chose même qu'elle aurait comploté toute une vie pour obtenir. Vous brisez toute la théorie. Et un homme dont toute la compréhension du monde est en train de se briser est un homme effrayé, Pridey, aussi froid qu'il puisse paraître. Et je vous dis cela pour que vous compreniez. Quand je suis difficile, quand je deviens froid, quand je me retire, ce n'est pas vous. C'est un garçon de 7 ans à qui on dit que son chagrin est une erreur, et un garçon de 12 ans à qui on dit que sa mère était une faiblesse, et un homme de 26 ans qui entend une femme rire de le supporter pour son titre. Ce sont 14 années d'une barrière soudée. Et vous vous tenez à la fissure. Et je veux plus que tout au monde l'ouvrir. Et j'ai plus peur de cela que je n'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. Parce que la dernière fois que je l'ai ouverte, cela m'a presque détruit. Et la voix de mon père ne cesse de me dire que cela me détruira à nouveau. Pridey Ambrose traversa la bibliothèque. Elle s'agenouilla près de son fauteuil.
Elle prit ses deux mains froides dans les siennes, chaudes, et elle leva les yeux vers le visage sévère qu'elle avait depuis longtemps cessé de trouver sévère. « Votre père avait tort, dit-elle, surtout. Le chien, votre mère, la barrière, et chaque chose froide qu'il vous a jamais apprise. Il n'était pas sage, leur mère. Il avait peur. Plus peur que vous ne l'avez jamais été. Si peur d'être blessé, qu'il a choisi de ne rien ressentir du tout. Et il a appelé sa lâcheté de la force. Et il s'est mis à rendre son fils aussi effrayé que lui, parce que la misère aime la compagnie, et un homme gelé ne peut supporter de voir de la chaleur en qui que ce soit, encore moins en son propre enfant. Ce n'est pas de la force, c'est la plus profonde faiblesse qui soit, le refus de prendre des risques. Et la femme de 26 ans, elle était réelle, et sa cruauté était réelle. Et je suis si désolé qu'elle vous ait appris à souder ce que votre père vous a appris à construire. Mais une femme avide ne prouve pas une loi de la nature, leur mère. Pas plus qu'un prétendant infidèle ne prouve que tous les hommes sont des Aldous Renwick. Cela prouve seulement qu'il y a des femmes avides et des hommes infidèles dans le monde. Ce que nous savions déjà tous les deux, et que nous avons eu le malheur d'être blessés par deux d'entre eux. Cela ne prouve pas que la barrière doit être soudée. Cela prouve seulement que vous devriez choisir plus soigneusement qu'à 26 ans à qui vous l'ouvrez. Elle serra ses mains. Je ne vous demande pas de l'ouvrir en grand aujourd'hui. Je ne le ferai pas. Elle est soudée depuis 14 ans. Ces choses prennent du temps. Je vous demande seulement de ne pas ressouder la fissure. Laissez-la. Laissez la fissure et laissez-moi me tenir à elle. Et découvrons lentement, comme nous en avons convenu, si la personne de l'autre côté est une voleuse comme la dernière. Ou si elle n'est qu'une jeune fille sans le sou et franche, qui pense que vous êtes l'homme le plus chaleureux qu'elle ait jamais rencontré, et qui aimerait beaucoup avoir la chance de prouver que votre père avait tort. C'est tout. Laissez la fissure. Je ferai le reste aussi doucement que possible, aussi longtemps qu'il le faudra. Je ne suis pas pressé. J'ai découvert, à ma grande surprise, qu'il n'y a nulle part au monde où je préférerais être qu'agenouillé sur le sol froid de votre bibliothèque, tenant vos mains froides, regardant une barrière soudée, décider si elle doit s'ouvrir. Prenez votre temps, leur mère. Je ne vais nulle part. C'est la chose que votre père n'a jamais apprise et que la dernière femme n'a jamais voulu dire. Certaines personnes restent. Le dégel de Jarnis devint, au cours de ses fiançailles, une chose que toute la maisonnée observait avec une sorte d'émerveillement. Car ils avaient servi le duc froid pendant des années et avaient depuis longtemps abandonné tout espoir que la grande maison soit un jour autre chose que froide. Craig conquit d'abord les domestiques, sans même sembler essayer. Elle a pris leur nom, tous, de la gouvernante au garçon qui cirait les bottes. Ce que personne à Jarnis ne se souvenait qu'un membre de la famille ait jamais pris la peine de faire. Et elle les remerciait, les remarquait, et demandait des nouvelles du laquais dont la mère était malade, et de la femme de chambre dont le fiancé était parti soldat. Et elle traitait le grand personnel silencieux de Jarnis non pas comme des meubles, mais comme des personnes. Si bien qu'en un mois, il y avait en bas une dévotion prudente, croissante, incrédule pour la jeune femme qui allait être leur duchesse. Et un dégel correspondant dans toute l'atmosphère de la maison. Car une maisonnée prend sa température d'en haut. Et le haut, pour la première fois de mémoire d'homme, était devenu chaleureux. Elle dégela ensuite les jardins. Elle avait découvert les serres lors d'une de ses explorations. De grandes serres de verre, autrefois célèbres, tombées en ruine et à l'abandon sous un duc qui ne s'y promenait jamais. Elle était tombée sur le vieux jardinier en chef, un vieil homme taciturne nommé Fester. Il avait discrètement maintenu quelques plantes en vie par pure obstination pendant des années, sans âme qui vive pour les voir. Et elle avait pleuré, réellement pleuré, à la vue d'une rose blanche qu'il avait soignée pendant une décennie de négligence. Et le vieux Fester, qui n'avait été ni remercié ni remarqué par personne depuis la mort de la mère du vieux duc, avait trouvé en la jeune dame une conspiratrice, et tous deux s'étaient mis, au cours de ce printemps, à la résurrection des jardins de Jarnis. Et le duc, sortant un matin pour trouver sa fiancée les coudes dans la terre à côté de son vieux jardinier buriné, tous deux se disputant joyeusement sur le meilleur traitement pour un camélia maladif, étaient restés à les observer sans être vus pendant un long moment. Et il avait senti la fissure dans la barrière soudée s'élargir d'un autre degré. « Vous dégelez tout mon domaine », lui dit-il ce soir-là, un domestique et un rosier à la fois. Fester m'a parlé plus longuement ce matin qu'il ne m'a parlé en 20 ans. Il voulait me parler du camélia. Il était très animé,
Je ne savais pas que Fester était capable d'être animé. Je ne savais pas, pour être honnête, le nom de Fester avant que vous ne me le disiez. Ce dont j'ai maintenant profondément honte. Et c'est tout le problème avec vous, Pridey. Vous me faites honte de l'homme que j'ai été. Non pas en me le reprochant, mais simplement en étant devant moi chaque jour la personne que j'aurais dû être depuis le début. Vous étiez la personne qu'on vous a appris à être, dit Pridey. Il n'y a pas de honte à cela. Il y a seulement la question de savoir si vous continuerez à l'être maintenant que vous avez vu que c'est un costume. Et vous ne continuez pas à l'être, Lormer. C'est la chose que je veux que vous voyiez à votre sujet. Parce que vous êtes si occupé à avoir honte de l'homme froid que vous n'avez pas remarqué que vous avez cessé de l'être. Vous avez appris le nom de Fester. Vous avez commencé à sortir dans les jardins. Vous avez ri au dîner 3 fois cette semaine. J'ai compté. Et hier, quand le garçon cireur a fait tomber le seau à charbon dans le hall, avec un fracas qui aurait autrefois fait trembler toute la maison, vous n'êtes pas devenu froid et terrible. Vous avez crié pour demander s'il était blessé. Savez-vous ce que le garçon a fait? Il a failli s'évanouir. Il sert ici depuis 2 ans, et le duc de Jarnis n'a jamais, de mémoire d'homme, demandé si un domestique était blessé. Vous changez, Lormer. Pas parce que je vous change. Ce n'est pas le cas. Personne ne peut changer une autre personne. C'est impossible. Mais parce que vous laissez sortir l'homme chaleureux un peu plus chaque jour. Maintenant que vous avez quelqu'un pour se tenir à la fissure de la barrière et promettre qu'elle ne l'utilisera pas comme une arme. Ce n'est pas moi qui vous change. C'est vous qui décidez de faire confiance. Et c'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vu quelqu'un faire. Précisément parce que cela vous effraie tant. Et je vous aime pour ça. Elle s'arrêta. Le mot était sorti sans y penser, dans le salon chaleureux du soir qu'elle avait fait de son salon froid. Et il resta suspendu là, entre eux. Ed Pride Ambrose, qui n'était jamais à court de mots, se trouva entièrement à court de mots. Le duc de Jarnis était devenu très silencieux. « Répétez ça, dit-il doucement. « Je ne voulais pas le dire encore, dit Pride. Nous avons convenu de découvrir lentement, et c'est trop tôt. Et je n'ai aucun désir de forcer la barrière avant que vous ne soyez prêts. Et moi, Pridey, répétez-le. » Elle le regarda, le visage sévère qui n'était pas sévère du tout. Le duc froid qui avait demandé au garçon cireur s'il était blessé. L'homme qui avait soudé son cœur pendant 14 ans, et qui, même maintenant, même effrayé, même contre la voix de son père décédé, choisissait de rester et d'entendre. Et elle le répéta simplement, car la simplicité était le seul cadeau qu'elle ait jamais eu à offrir. « Je vous aime, dit-elle, Lormer de Jarnis. Je ne suis pas venu ici pour ça. Je suis venu ici pour découvrir si nous nous entendions bien, pour préserver ma réputation et pour être honnête avec vous. Et quelque part dans la découverte, j'ai arrêté de découvrir, et j'ai commencé à vous aimer. Et je ne sais pas l'heure exacte où c'est arrivé. Seulement que c'est arrivé, et que ça ne va pas s'arrêter. Et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez souder la barrière. Vous pouvez me dire que c'est trop tôt ou trop dangereux, ou que la voix de votre père est plus forte ce soir que la mienne. Je comprendrai. J'attendrai. Je le pensais quand j'ai dit que certaines personnes restent. Mais vous m'avez demandé de le répéter, et je n'ai jamais de ma vie dit une chose que je ne pensais pas. Et donc je l'ai dit 2 fois maintenant. Et je le dirai autant de fois que vous aurez besoin de l'entendre avant de croire qu'il y a au moins une personne au monde qui veut l'homme et non le duc, et qui le voudra toujours, et qui ne va nulle part. Je vous aime. Voilà. Maintenant vous savez la chose que j'ai découverte. Ce n'était pas si nous nous entendions bien, c'était que je vous aime. C'est ce qu'il y avait de l'autre côté de la barrière depuis le début. Il y avait une personne au monde qui reçut la nouvelle des fiançailles du duc de Jarnis avec une joie sans mélange et un pis. Zest, la douairière Lady S., sa tante, qui l'avait traînée à cette fatidique réception en premier lieu. Elle débarqua à Jarnis dans les 15 jours. Une petite vieille femme féroce de 70 ans et quelques, avec des yeux noirs vifs et aucune patience pour la froideur de son neveu, qu'elle avait passé 40 ans à déplorer et à tenter de dégeler sans succès. C'est elle qui avait insisté pour qu'il assiste à la fête. Tu ne peux pas passer toute ta vie dans ce mausolée, Lormer, à regarder tes propres portraits d'un air sombre. Tu iras chez les Bracewell et tu rencontreras des gens. Et peu m'importe que tu ne le veuilles pas. J'ai 70 ans et je ferai à ma guise. Et c'est donc elle qui s'attribua tout le mérite de tout ce qui suivit. Et on ne put lui enlever une seule parcelle. J'ai fait ce mariage, annonça-t-elle à son arrivée,
avant même d'avoir enlevé son chapeau. Et on me remerciera pour ça. Et on me remerciera comme il se doit. Et ne pense pas, Lormer, que je n'ai pas remarqué que tu ne m'as jamais remercié pour quoi que ce soit dans ta vie. Ce qui est entièrement la faute de ton père, ce cœur de pierre. Que Dieu ait son âme, bien que j'en doute. Je t'ai forcé à aller à cette fête. Tu ne voulais pas y aller. Tu y es allé pour me contrarier, je n'en doute pas. Avec l'intention de rester dans un coin, d'être désagréable et de me prouver que j'avais tort. Et au lieu de ça, tu t'es fiancé à précisément le genre de fille que je te dis depuis 20 ans qu'il te fallait. Une fille pauvre, certes, sans fortune et avec une langue bien pendue. Ce qui est exactement ce qu'il faut. Parce qu'une fille riche et douce n'aurait fait que t'ennuyer à mourir. Et ce dont tu as toujours eu besoin, Lormer, c'est de quelqu'un avec assez de cran pour te dire quand tu es un imbécile. Ce que tu es la plupart du temps. Et ce que personne n'a osé te dire depuis la mort de ta mère. Où est-elle? Je veux la rencontrer. Je veux rencontrer la fille qui a fait en 3 mois ce que je n'ai pas pu faire en 40 ans. C'est-à-dire, te faire ressembler moins à une porte fermée et plus à un homme. Pride convoqué, rencontre la douairière Lady S, avec un amusement qu'elle ne prit pas la peine de cacher. Et les 2 femmes se jaugèrent du regard à travers le salon chaleureux du matin. Et quelque chose passa entre elles, une reconnaissance. Le respect mutuel de 2 personnes qui disent exactement ce qu'elles pensent. Et le visage féroce de la vieille femme se fendit d'un sourire ravi. « Oh, dit-elle, vous ferez très bien l'affaire. Vous n'avez pas la moindre peur de moi, n'est-ce pas? Ni de lui, je le vois. Tout le monde a peur de moi, et tout le monde a peur de lui. Et vous n'avez peur ni de l'un ni de l'autre. » Et c'est précisément ce dont cette maison a eu besoin pendant 22 ans. Quelqu'un qui n'aura pas peur. Venez vous asseoir près de moi, mon enfant, et dites-moi la vérité sur la façon dont vous l'avez attrapé. Et ne me donnez pas la version polie. Je ne supporte pas la version polie. Je veux la vraie. Je ne l'ai pas attrapé, dit Pride en s'asseyant. Je me suis réfugié dans une pièce sombre pour échapper à un prétendant infidèle. Et il y était déjà. Il se cachait de votre fête. Et nous avons été trouvés ensemble et compromis. Et il a annoncé nos fiançailles pour sauver ma réputation. Et aucun de nous ne s'attendait à ce que cela devienne réel. Et puis c'est devenu réel, parce qu'il s'est avéré que nous nous entendions bien, ce qui nous a beaucoup surpris tous les 2. C'est la version réelle. Je suis désolé qu'elle ne soit pas plus romantique. C'est surtout l'histoire de 2 personnes qui se cachaient de la même fête dans la même pièce sombre par accident. La douairière Lady S la dévisagea, puis elle se mit à rire. Un rire sifflant, ravi, irrépressible de vieille femme, et elle rit jusqu'à devoir s'essuyer les yeux. Et enfin elle dit, se cachant de ma fête, tous les 2 dans la même pièce sombre. Oh, c'est mieux que de la romance, mon enfant. C'est bien mieux. C'est la chose la plus drôle et la plus vraie que j'ai entendue depuis des années. Il a fui ma fête pour se cacher dans le noir, et tu as fui un scélérat pour te cacher dans le noir. Et vous vous êtes cachés dans le même noir, et maintenant vous allez vous marier. Sais-tu ce que cela signifie? Cela signifie que j'ai fait ce mariage 2 fois, une fois en le forçant à aller à la fête qu'il a fui, et une fois en étant si ennuyeuse qu'il a dû se cacher dans la pièce même que tu as choisie. Je suis responsable de tout, de chaque miette. Je vais en parler pendant tout le reste de ma vie. Elle tendit la main et tapota la main de Pride avec sa petite main féroce. Vous avez rendu une vieille femme très heureuse, ma chère, et vous avez fait une chose que j'avais renoncé à espérer, c'est-à-dire dégeler ce garçon avant qu'il ne meure de froid dans sa propre maison. Je vous aimerai pour toujours pour ça. Je vais vous dire un secret, puisque nous allons être de la même famille et que vous n'avez pas peur de moi. Je ne l'ai pas forcé à aller à cette fête par accident. J'avais entendu dire qu'il y aurait de jolies filles là-bas. Et j'espérais, je ne m'y attendais pas, mais j'espérais que l'une d'elles pourrait le faire craquer. Je n'imaginais pas que ce serait une orpheline, sans le sou qu'il trouverait dans le noir. Mais j'ai vécu assez longtemps pour savoir que les bonnes choses n'arrivent jamais comme on les a prévues. Elles arrivent de biais, par la mauvaise porte, au mauvais moment, quand on a renoncé à les attendre. Vous êtes arrivé de biais, mon enfant, par une porte sombre, au moment tout à fait inopportun. Et vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée à cette famille en 50 ans. Et je m'en attribue tout le mérite, et je n'entendrai rien d'autre. Et elle s'attribua tout le mérite jusqu'à la fin de sa longue vie. Et elle raconta l'histoire à chaque occasion, devenant de plus en plus centrale à chaque récit, jusqu'à ce que, dans sa version finale, elle ait personnellement arrangé la pièce sombre, le prétendant infidèle et le feu mourant.
Et le duc et la duchesse de Jarnis la laissèrent faire avec plaisir. Car elle avait, après tout, à sa manière indiscrète, féroce et inattendue, été la première porte par laquelle tout leur bonheur était entré. Et parce qu'une famille, apprenait-il, se construit autant sur les histoires qu'elle accepte de raconter que sur les accidents qui sont vrais. Et c'était une bonne histoire. Et la vieille femme féroce méritait sa place au cœur de celle-ci. Et ils la lui donnèrent chaleureusement aussi longtemps qu'elle vécut pour en profiter. Le duc de Jarnis se leva de son fauteuil. Il traversa la pièce chaleureuse que sa fiancée avait faite de sa pièce froide. Il se tint devant elle, et Pride regarda. 14 années de silence soudé se lisaient sur son visage, avec la chose qui essayait d'en sortir. Et elle retint son souffle et ne l'aida pas. Car certaines barrières, une personne doit les ouvrir de sa propre main, sinon elles ne sont pas vraiment ouvertes. Je n'ai pas dit ces mots à une autre âme vivante depuis que j'ai 26 ans. La voix du duc n'était pas stable. Je les ai dit une fois à la mauvaise personne, et elle a ri. Et j'ai soudé la barrière, et j'ai juré que je ne les redirai jamais tant que je vivrai, parce que le fait de les dire m'avait presque détruit. Et j'ai tenu ce serment pendant 14 ans. C'est le serment le plus long et le plus froid qu'un homme ait jamais tenu. Il prit une inspiration qui trembla, et je suis sur le point de le briser. Parce que vous vous êtes agenouillé sur le sol de ma bibliothèque et m'avez dit que mon père avait tort. Et vous avez appris le nom de Fester, et vous avez pleuré sur une rose blanche, et vous avez essayé de rendre le sauvetage qui vous a sauvé, et vous vous êtes tenu à la fissure de ma barrière soudée pendant 3 mois, et jamais, pas une seule heure, vous n'avez tendu la main à travers pour prendre quoi que ce soit. Vous êtes seulement resté là, chaleureuse, patiente, promettant que vous resteriez, ne demandant rien, jusqu'à ce que je ne me souvienne plus pourquoi la barrière était soudée, sauf qu'un homme effrayé l'a construite, et qu'une femme cruelle l'a scellée, et qu'aucune d'elles n'était vous. Il tendit la main et prit son visage entre ses mains, ce grand homme froid et craint, et ses mains n'étaient pas froides maintenant, et elles n'étaient pas tout à fait stables non plus. Je vous aime, Pride Ambrose. Voilà, c'est dit. 14 ans de serment brisé en 4 mots, et je trouve que le ciel n'est pas tombé, et que l'ennemi n'a pas franchi la barrière, et que je ne suis pas détruit. Je suis seulement debout dans une pièce chaleureuse que je ne savais pas que j'avais, tenant le visage d'une femme que je ne savais pas que j'avais le droit de désirer, disant les mots que j'avais juré de ne plus jamais dire, et découvrant qu'il ne ressemble pas du tout à une faiblesse. Il ressemble à la première chose vraie que j'ai dite en 14 ans. Mon père avait tort. Vous aviez raison. Un cœur tendre n'est pas une porte ouverte pour l'ennemi. Un cœur tendre est la seule partie d'un homme qui ait jamais valu la peine d'être défendu. Et j'ai soudé le mien pour le garder en sécurité. Et je n'ai réussi qu'à le garder vide. Et vous avez forcé la soudure avec rien d'autre que de la patience, des rosiers et la vérité. Et je vous aime. Et je ne vais pas dire que je suis désolé que cela m'ait pris si longtemps. Parce que vous m'avez dit de prendre mon temps. Et je l'ai fait. Et nous y voilà. Et je n'échangerai la lenteur de cela pour rien au monde. Car une barrière ouverte lentement, avec confiance, reste ouverte. Et une barrière ouverte en grand à la hâte se referme au premier vent froid. Celle-ci est ouverte maintenant. Elle va rester ouverte. C'est à vous que je le dois. Et j'ai l'intention de passer le reste de ma vie à vous en remercier. Pride Ambrose, qui s'était promis de ne pas pleurer, pleura et rit à la fois. Ce qui, son âme pratique l'informa, était la seule façon honnête d'accueillir le plus grand bonheur de sa vie. Et le duc de Jarnis la prit dans ses bras dans la pièce chaleureuse qu'elle avait faite de sa pièce froide. Et il la serra. Et ce n'était plus des fiançailles de convenance. Et tous deux le savaient. Et aucun d'eux ne le dit. Car certaines choses sont trop vraies pour avoir besoin d'être dites, et ne sont que diminuées par les mots. Ils ne parlèrent plus de la porte de sortie après cette nuit. C'était la sauvegarde de Pride et sa galanterie. La sortie claire que chacun avait promise à l'autre. Et elle cessa simplement, tranquillement, d'être pertinente. De la même manière qu'un échafaudage cesse d'être pertinent une fois que le bâtiment est debout. Il n'y avait plus de porte de sortie, parce qu'aucun d'eux ne voulait sortir. Il n'y avait que la maison chaleureuse qu'ils construisaient pièce par pièce à partir de la froide. Et les fiançailles qui avaient commencé comme un accident dans une pièce non éclairée devinrent, au cours de ce printemps, la chose la plus vraie de leur vie à tous les deux. Mais le monde, qui avait observé les fiançailles étonnantes du duc de Jarnis avec une curiosité insatiable, n'en avait pas fini.
car le monde ne peut jamais tout à fait croire qu'un homme froid et riche puisse être aimé pour lui-même par une jeune fille pauvre et franche. Et il y avait ceux, dans les salons du Nord, qui avaient commencé à dire une chose qui, avant la fin du printemps, mettrait l'amour de Pride à la plus dure épreuve qu'il aurait jamais à affronter. Que la mademoiselle Ambrose sans le sou, et conduite par un homme, et trouvée dans une pièce sombre par un duc, avait joué ses cartes avec une habileté remarquable. Qu'une jeune fille intelligente sans fortune aurait difficilement pu manigancer une meilleure prise. Que toute l'affaire de la pièce sombre n'avait peut-être pas été aussi accidentelle qu'il y paraissait. C'est Renwick qui commença, par dépit blessé. Renwick, qui avait épousé la cousine et avait été ridiculisé, et qui soulageait son humiliation en murmurant partout où il le pouvait que Pride Ambrose avait toujours été une intrigante, et qu'elle avait simplement intrigué pour passer d'un simple gentleman à un duc. Et le murmure trouva des oreilles, comme de tels murmures le font, parce qu'il flattait le cynisme du monde. Et avec le temps, inévitablement, il parvint à la seule paire d'oreilles en Angleterre la plus susceptible d'être empoisonnée par lui. Les oreilles d'un homme qui, à 26 ans, avait aimé une femme qui ne voulait que son titre, et qui avait soudé son cœur en l'apprenant. La rumeur lui parvint un soir de fin de printemps, et le duc de Jarnis fit ce que son père lui avait inculqué, et que 14 années avaient endurci. Au premier souffle de la vieille peur, la barrière commença, de son propre chef, à se refermer. Il ne le voulait pas, c'était la cruauté de la vieille blessure. Elle ne demandait pas la permission. Elle se réveilla simplement aux mots murmurés, elle a intrigué pour monter en grade, et elle mit en marche toute la machinerie de ses défenses avant que son esprit conscient ne puisse intervenir. Il l'avait entendu d'un soi-disant ami. Un homme qui le lui avait dit pour son propre bien, sur le ton affligé et confidentiel qui masque toujours les commérages les plus cruels. Que les gens disaient que mademoiselle Ambrose s'en était très bien sortie, qu'une jeune fille sans le sou, qui perdait un parti et s'assurait un duc en un mois, avait montré une adresse remarquable. Que bien sûr, l'ami n'en croyait pas un mot, mais que le duc devait savoir ce qui se disait, n'est-ce pas, en tant qu'ami, afin qu'il ne soit pas ridiculisé. L'ami avait laissé planer, comme c'était arrivé une fois auparavant. Comme c'était arrivé une fois auparavant. C'est cette phrase qui fit tout. C'est cette phrase qui remonta 14 ans en arrière et trouva le garçon de 26 ans derrière le pilier, entendant une femme rire de le supporter pour son titre. Et le duc de Jarnis devint froid, vraiment froid. Le vieux froid, le froid soudé. Et il rentra à Jarnis dans un silence que son palefrenier n'osa pas rompre, et il s'enferma dans sa bibliothèque, la seule pièce que Pride avait rendue chaleureuse. Et il s'y assit, et il laissa la voix de son père monter en lui, plus forte qu'elle n'avait parlé depuis des mois. Un cœur tendre est une porte ouverte, et par où l'ennemi hante. Il était encore là le matin quand Pride arriva, et elle vit tout de suite, elle voyait toujours tout de suite, que quelque chose n'allait pas du tout. La pièce chaleureuse était redevenue froide. Pas en température, mais en l'homme. Le duc de Jarnis qui avait dit « Je vous aime » et demandé au garçon cireur s'il était blessé, avait disparu. Et à sa place se trouvait l'étranger sévère qu'elle avait rencontré pour la première fois dans le noir. Fermé, sur ses gardes, son visage une barrière close. « Ils disent, dit le duc sans la saluer, sans la regarder, que vous avez intrigué pour obtenir un duc, que vous avez perdu Renwick et que vous m'avez obtenu en un mois, et qu'une jeune fille intelligente et sans le sou aurait difficilement pu mieux jouer ses cartes. On me dit que tout le Nord le répète. On me dit que je devrais le savoir pour ne pas être ridiculisé. » Il la regarda alors, et ses yeux étaient les yeux du garçon derrière le pilier. Comme j'ai été ridiculisé une fois auparavant. Pridey Ambrose se tint très immobile dans la pièce de nouveau froide, et elle comprit d'un coup la forme exacte de la crise. Et elle comprit que toute la maison chaleureuse qu'ils avaient construite, la barrière ouverte, le reste de leurs deux vies, dépendait maintenant de la façon dont elle répondrait. Et elle comprit aussi que la pire chose qu'elle puisse faire était de protester, de pleurer, de le supplier de la croire, de se défendre avec passion. Parce que c'est exactement ce que la femme de 26 ans aurait fait si elle avait été prise. Et cela ne ferait qu'alimenter la vieille peur, que confirmer le schéma, que prouver qu'une femme qui se démène pour garder un duché dira n'importe quoi. Alors elle ne supplia pas.
Elle fit quelque chose de tout à fait différent, et ce fut la chose la plus courageuse et la plus coûteuse qu'elle ait jamais faite. Alors, mettons-y fin, dit-elle doucement. La tête du duc se releva. Vous m'avez entendu, dit Pridey, et sa voix était stable, bien que cela lui coûtât tout de la garder ainsi. Si le monde dit que j'ai comploté pour attraper un duc, alors il n'y a qu'une seule façon de leur prouver qu'ils ont tort. Et ce n'est pas que je me tienne ici et que je jure mon amour, parce qu'une intrigante jurerait aussi son amour. Et vous ne seriez jamais capable de faire la différence. Et le doute vivrait en vous pour toujours, soudant la barrière un peu plus chaque année, jusqu'à ce que nous soyons aussi froids et morts que vos parents. Non, il n'y a qu'une seule preuve, Lormer, et c'est celle-ci. Je vais rompre. Maintenant, aujourd'hui, je vais mettre fin aux fiançailles moi-même. Et je ferai savoir que c'était ma décision. Je quitterai Jarnis, le duché, chaque sou et chaque arpent de terre. Je repartirai sans rien, vers la pauvreté d'où je viens. Et alors, que le monde explique comment une fille qui a comploté pour un duché en est venue à le jeter de ses propres mains. Une intrigante ne rompt pas avec un duc, Lormer. Une intrigante s'y accroche des deux mains et de toutes ses dents. Seule une femme qui n'a jamais voulu le duché en premier lieu, qui voulait l'homme et ne peut supporter d'être aimée par lui, alors qu'il doute d'elle, seule cette femme s'en va. Alors je vais m'en aller. Pas pour vous punir, pour vous libérer. Vous m'avez donné une porte de sortie une fois, au tout début, et vous m'avez dit que je pouvais l'utiliser quand je le souhaitais, sans rancune. Je l'utilise maintenant. Pas parce que je le veux. Dieu sait que je ne le veux pas. Je veux vous épouser, dégeler vos jardins et vieillir dans la maison chaleureuse que nous avons faite. Et prouver que votre père avait tort chaque jour pendant 50 ans. Mais je préférerais perdre tout cela, plutôt que de vous voir passer votre vie à vous demander si je vous aimais. Parce qu'un amour qui est mis en doute est pire qu'aucun amour du tout. J'ai vu ce que cela vous a fait. J'ai entendu la voix de votre père en vous, et je ne vous ferai pas ce que cette femme a fait, c'est-à-dire vous laisser incapable de faire confiance. Alors je vous libère, Lormer, librement, de tout mon cœur. Les fiançailles sont terminées, par mon choix, et je ne veux rien. Pas de dédommagement, pas un sou, pas même votre bonne opinion, bien que j'aimerais la garder si je le peux. Et maintenant, le monde peut dire ce qu'il veut, mais vous, vous saurez. Vous saurez que la femme qu'ils appelaient une intrigante a quitté un duc plutôt que d'être aimée, avec doute. Et dans un mois ou un an, quand la peur se sera calmée et que vous pourrez penser clairement à nouveau, vous repenserez à ce matin. Et vous saurez, au-delà de toute rumeur, que je n'ai jamais voulu le titre, parce que je l'ai rendu. C'est ma preuve. C'est la seule qui ne peut être contrefaite. Et elle est à vous maintenant, pour toujours, quoi qu'il advienne de nous. Et elle se tourna et se dirigea vers la porte de la pièce chaleureuse qu'elle avait faite, le dos droit, la tête haute et le cœur brisé. Et elle avait la main sur le loquet de la porte de la bibliothèque. Le même geste, pensa-t-elle follement, le même geste, vers une porte qui avait commencé toute l'affaire dans le noir, il y a une éternité. Quand le duc de Jarnis dit d'une voix qui se brisa au milieu, « Pridey, n'ouvrez pas cette porte », elle s'arrêta, la main sur le loquet, et ne se retourna pas. « Si j'ouvre cette porte, dit-elle au bois, vous passerez le reste de votre vie à vous demander si je l'aurais fait. Et si je ne l'ouvre pas, si je me retourne maintenant, parce que vous me l'avez demandé, alors nous sommes exactement là où nous étions il y a un instant. Avec la rumeur toujours en vous, et le doute qui grandit encore. Et je n'ai rien prouvé, et la barrière se soude un peu plus. Voyez-vous, Lormer, c'est le piège. Je ne peux pas prouver mon amour en restant, parce qu'une intrigante reste. Je ne peux le prouver qu'en partant. Alors vous devez me laisser partir. Pas parce que l'un de nous le veut, mais parce que c'est la seule chose, l'unique chose, qui vous permettra de croire pour le reste de votre vie que je vous aimais. Je préférerais vous donner cette certitude et vous perdre, que de vous garder et de vous laisser dans le doute. Laissez-moi ouvrir la porte, Lormer. C'est le dernier et le meilleur cadeau que j'ai à vous offrir. Laissez-moi partir, soyez libérés du doute et connaissez la vérité. Non, dit le duc de Jarnis. Elle l'entendit se lever. Elle l'entendit traverser la pièce chaleureuse qu'elle avait faite, et s'arrêter juste derrière elle. Et elle ne se retourna pas, car elle ne se faisait pas confiance. « Écoutez-moi, dit-il à voix basse, et sa voix était plus stable maintenant, bien que cela lui ait coûté quelque chose de la stabiliser. Vous avez raison sur tout, sauf sur la conclusion.
Vous avez raison qu'une intrigante resterait. Et que votre offre de partir est une preuve qu'aucune intrigante ne pourrait contrefaire. Et que vous m'avez, dans ce dernier quart d'heure, donné une certitude qu'aucune rumeur sur Terre ne pourra plus jamais toucher. Que vous n'avez jamais voulu le ducher, parce que vous venez d'essayer de tout votre cœur de le rendre. Je vous crois, Pride, complètement. Au-delà de la voix de mon père, au-delà du garçon derrière le pilier, au-delà de 14 ans de peur soudée. Vous l'avez prouvé, et je le crois, et je le croirai jusqu'à mon dernier jour. Et je vous remercie pour le cadeau le plus coûteux que quiconque m'ait jamais offert. Mais vous avez tort sur la conclusion. Vous pensez que la preuve exige que vous sortiez par cette porte. Ce n'est pas le cas. La preuve était dans l'offre. Vous l'avez déjà donnée. Vous n'avez pas besoin de partir réellement pour la rendre vraie. Vous n'aviez qu'à être prête à le faire, et vous l'étiez entièrement. Et cette volonté est toute la preuve. Et c'est fait, et cela ne peut être défait. Et donc la porte a rempli son office, et vous n'avez jamais besoin de l'ouvrir. Il posa doucement ses mains sur ses épaules, et la fit se tourner vers lui. Et son visage était mouillé, et le sien aussi. J'ai laissé la barrière se refermer la nuit dernière. Je l'ai senti arriver, et je n'ai pas pu l'arrêter. Parce que c'est ce que fait la vieille peur. Elle agit avant que je ne puisse la rattraper. Mais vous avez fait la seule chose qui pouvait l'arrêter. Vous ne m'avez pas supplié de garder la barrière ouverte. Vous n'avez pas protesté, ni pleuré, ni juré. Vous avez offert de sortir vous-même, sans rien prendre, pour que je puisse être libéré du doute. Et une femme qui fait cela n'est pas l'ennemi pour lequel la barrière a été construite. Elle est la seule personne au monde pour qui elle aurait dû être grande ouverte dès le début. Mon père a construit la barrière pour tenir à l'écart les gens qui voulaient prendre. Il n'a jamais imaginé une personne qui essaierait de tout rendre. Vous brisez toute sa philosophie, Pridey. Vous l'avez brisée dans le noir il y a 3 mois, et vous venez de la briser à nouveau, sans espoir de réparation. Et j'en ai fini. Vous m'entendez? J'en ai fini avec la barrière, pas la fissure, toute la barrière. Je la démolis aujourd'hui, maintenant, de mes propres mains, et je ne la reconstruirai jamais. Parce que vous avez prouvé, au-delà de toute possibilité de doute, que la chose de l'autre côté n'est pas un ennemi, mais le seul foyer que j'ai jamais eu. N'ouvrez pas cette porte. Ou ouvrez-la si vous voulez, mais seulement pour sortir dans le jardin avec moi. Pour dire à Fester que nous allons nous marier après tout. Et qu'il ferait mieux de ressusciter les roses. Parce qu'il va y avoir un mariage à Jarnis. Et je ne veux pas que ma mariée se marie au milieu des mauvaises herbes. Pridey Ambrose leva les yeux vers le duc de Jarnis, vers la barrière démolie, et le visage sévère et mouillé, qui n'était pas sévère du tout, et ne l'avait jamais été. Et elle sentit la brisure dans sa poitrine s'inverser, toute la terrible matinée se transformant en son contraire. Et elle dit d'une voix mal assurée, « Vous êtes certain, au-delà de la rumeur, au-delà de votre père, au-delà de tout. » Parce que je pensais ce que j'ai dit, Lormer. Je préférerais partir plutôt que d'être mis en doute. Et je partirai, même maintenant, même d'ici, s'il reste le moindre doute en vous. Parce que je ne serai pas la deuxième femme qui vous a appris à souder la barrière. Êtes-vous certain? Je n'ai jamais, dit le duc de Jarnis, été certain de quoi que ce soit dans ma vie jusqu'à ce moment. C'est l'étrange cadeau de ce que vous venez de faire. Pendant 14 ans, je n'ai été certain que d'une chose, que l'amour est une barrière par laquelle l'ennemi entre. Et vous l'avez remplacé en un seul quart d'heure par une nouvelle certitude. La première certitude chaleureuse que j'ai jamais possédée, que vous m'aimez, que vous ne voulez rien de ce qui est à moi, et que vous rendriez tout plutôt que de me voir douter de vous. Je ne serai plus jamais incertain de cela. Vous l'avez rendu impossible. Alors non, Pride. Il n'y a plus de doute en moi. Il n'y a que vous, la barrière démolie, et une grande maison chaleureuse pleine de pièces qui se dégèlent, de domestiques qui se dégèlent, et de jardins qui se dégèlent. Et 50 ans, si Dieu le veut, pour prouver que mon père avait tort chaque jour. Épousez-moi. Pas pour sauver votre réputation, pas par accident, pas par convenance. Épousez-moi parce que je vous aime, et parce que vous venez de me montrer, au-delà de toute ma peur, ce qu'est exactement l'amour. Et ce n'est pas la prise dont mon père m'a averti, c'est le don en retour. C'est une femme, la main sur la porte, offrant de partir sans rien, pour que l'homme qu'elle aime puisse être libre. J'ai cette image maintenant, pour toujours, et elle a guéri quelque chose en moi, que je pensais soudé à vie, et je la porterai jusqu'à ma tombe, comme la chose la plus vraie que je connaisse. Éloignez-vous de la porte, mon amour.
Nous avons des roses à voir. La rumeur mourut comme de telles rumeurs meurent, non pas en étant combattues, mais en étant rendues absurdes. Le duc de Jarnis ne défia pas Renwick, ne publia pas de démenti, ni ne descendit dans les salons du Nord pour défendre l'honneur de sa fiancée. Tout cela n'aurait fait qu'alimenter la chose, car une rumeur s'engraisse de l'attention qu'on lui porte. Il fit quelque chose de bien plus efficace. Il commença simplement à apparaître en public avec Pride à ses côtés, partout, constamment, et à être en sa compagnie si transformé, si manifestement, impuissamment heureux. Le duc de Jarnis froid, dégelé au-delà de toute reconnaissance, riant, attentif, incapable de détacher ses yeux d'elle, si bien que la rumeur s'effondra sous le poids écrasant des preuves. Car c'est une chose de dire qu'une jeune fille intelligente a manigancé un duc froid pour l'épouser. C'en est une autre de le maintenir, en regardant ce duc regarder cette jeune fille à travers une pièce, comme si elle avait décroché la lune. La société peut croire à beaucoup de choses cyniques, mais elle ne peut finalement pas les croire face à la joie transparente d'un homme. Et la joie du duc de Jarnis était si transparente ce printemps-là, si complètement au-delà de ce que sa réputation froide pouvait expliquer, que le Nord fut forcé de conclure que quoi qu'il se soit passé dans cette pièce sombre, cela s'était terminé par quelque chose qu'aucune intrigante n'aurait pu manigancer, c'est-à-dire l'amour, simple, mutuel et indéniable. Le dépit de Renwick s'aigrit et mourut faute d'auditeur. Il avait épousé la cousine, et le mariage n'était pas heureux. La cousine, l'ayant surpris à faire exactement la même demande en mariage interchangeable qui n'avait rien coûté à Pride et lui avait valu un duc, s'était rapidement fait une piètre opinion de sa prise. Et Renwick se retrouva, en moins d'1 an, un mari malheureux dont personne ne se donnait la peine de répéter les histoires malveillantes, ce qui est le sort que de tels hommes méritent le plus et redoutent le plus. Non pas la ruine, mais l'insignifiance. Pridey, quand elle pensait à lui, y pensait avec une sorte de gratitude lointaine, car c'était son infidélité, après tout, qui l'avait envoyé fuir dans une pièce sombre et vers l'ensemble de sa vraie vie. Et elle le dit au duc un soir, et le duc fut d'accord. Et il observa qu'il devrait peut-être envoyer à Renwick une part du gâteau de mariage en remerciement, ce qui fit rire Pridey si fort qu'elle en pleura, et ce qu'ils ne firent finalement pas, au motif que cela pourrait être mal compris. Pridey, pour sa part, répondit à la rumeur à sa manière, ce qui était caractéristique. Elle ne se défendit pas. Elle fit le contraire. Elle s'attacha ce printemps-là à être vue donnant, sur la dot que le duc insistait pour lui constituer, de petites portions indépendantes à 2 ou 3 personnes qui avaient été gentilles avec elle dans sa pauvreté. Une ancienne gouvernante, un vieux serviteur de sa famille, tombé dans le besoin. Si bien que le Nord, qui l'avait traitée d'intrigante avide de fortune, fut obligé de regarder la prétendue intrigante distribuer tranquillement sa nouvelle richesse aux pauvres, quelques semaines après l'avoir obtenue. Une femme qui complote pour une fortune, observa-t-elle au duc, ne commence pas à la donner dès qu'elle l'a. Je les laisse simplement me regarder être le contraire de ce qu'ils m'ont appelé. C'est plus efficace que n'importe quel démenti. Et cela a le mérite supplémentaire d'être la chose que je veux réellement faire. Ce qui est la meilleure sorte de stratégie, celle où la voie sage et la voie juste sont la même voie, si bien qu'on n'a pas besoin de choisir entre elles. Vous êtes, dit le duc de Jarnis en la regardant, la personne la plus intelligente que j'ai jamais connue, et la moins intrigante. Et le fait que ces deux choses puissent coexister dans une seule âme est une chose que mon père aurait dite impossible. Et c'est la réfutation quotidienne de tout ce qu'il m'a appris. Et je vous aime pour cela plus que je ne peux le dire. Ils se marièrent en juin à Jarnis, parmi les roses ressuscitées. Le vieux Fester avait accompli un miracle dans les serres et les jardins longtemps négligés. Les parterres qui étaient tombés en ruine sous un duc froid fleurirent en juin comme ils n'avaient pas fleuri en 30 ans. Et les grandes serres de verre étaient de nouveau pleines. Et la rose blanche que Fester avait soignée seule pendant une décennie de négligence, celle qui avait fait pleurer Pride le jour où elle l'avait trouvée, se tenait à une place d'honneur près de la porte de la petite église du domaine. Et c'est cette rose, et aucune fleur plus grandiose, que Pride y porta en remontant l'allée. Elle l'avait demandé spécifiquement. Elle s'est maintenue en vie pendant 10 ans de froid et de négligence, dit-elle au duc, sans personne pour la voir et sans raison de continuer,
par pure obstination. Et puis quelqu'un est enfin venu, l'a vue, et l'a aimée, et elle a fleuri. Je ne peux penser à une meilleure fleur pour une femme qui vous épouse, Lormer. C'est toute votre histoire. C'est la nôtre. Je porterai la rose blanche obstinée qui a survécu au froid, et je penserai tout le long de l'allée que c'est exactement ce que nous sommes. Le mariage fut petit et chaleureux. Elle ne ressemblait à aucun de ceux qui avaient eu lieu à Jarnis de mémoire d'homme, car le duc de Jarnis y invita les gens qu'il avait passé sa vie froide à ignorer. Les grandes familles du Nord vinrent, bien sûr. On n'épouse pas un duc sans les grandes familles, mais elles n'en étaient pas le cœur. Le cœur était en bas. La gouvernante, le laquais et les femmes de chambre. Le garçon cireur à qui on avait demandé s'il était blessé. Le vieux Fester dans un manteau qui n'était pas sorti de sa presse depuis 20 ans. Les tenanciers des confins du domaine, qui n'étaient jamais entrés dans l'église lorsqu'un Jarnis se mariait. Pridey avait insisté. « Ce sont vos gens », avait-elle dit, et ils ont servi cette maison froide fidèlement pendant des années, et ont été traités comme des meubles. Et je ne me marierai pas dans une église pleine d'étrangers d'autres comtés, tandis que les gens qui font réellement de Jarnis une maison sont laissés dehors au soleil. Ils entrent, tous, dans les bons bancs. Ce n'est pas négociable, Lormer. Vous êtes peut-être un duc, mais je vais être une duchesse, et c'est un décret de duchesse. Et le duc de Jarnis, qui 22 ans auparavant n'aurait pu concevoir une telle chose, avait simplement dit « Bien sûr, vous avez tout à fait raison ». Il aurait toujours dû en être ainsi. Et il avait regardé ses tenanciers entrer dans les bons bancs de l'église de sa famille avec une expression de sentiment si ouvert que les serviteurs plus âgés, qui se souvenaient de son père, pleurèrent en le voyant. Car il n'avait jamais pensé voir un duc de Jarnis regarder ces gens avec amour. Elle remonta l'allée en portant la rose blanche de Fester, et le duc de Jarnis la regarda venir. Et il pensa que toute sa vie froide avait été un couloir menant à cette porte chaleureuse. Que chaque année glaciale, la cruauté du père, la barrière soudée, les 14 ans de solitude, n'avaient été que le long passage sombre qu'un homme doit parcourir pour arriver enfin dans un pays qu'il ne savait pas exister, où une jeune fille sans le sou qu'il avait rencontrée par accident dans le noir venait vers lui dans l'allée de sa propre église. Portant une rose blanche obstinée, qui avait survécu au froid, exactement comme il y avait survécu. Et elle le regardait comme s'il n'était pas le duc de Jarnis froid, mais seulement Lormer, l'homme chaleureux caché à l'intérieur du froid, l'homme dont elle avait promis, dans une pièce sombre, de lui enlever le costume. Ils prononcèrent leurs vœux dans la petite église parmi les roses. Et quand le duc de Jarnis dit « Avec cet anneau je t'épouse », et glissa l'anneau au doigt de Pride, sa main n'était pas tout à fait stable, et il se fichait de qui le voyait, car il avait passé toute sa vie à garder ses mains stables. Et il avait enfin appris d'elle qu'une main qui tremble d'émotion n'est pas une faiblesse à cacher, mais la preuve évidente d'un cœur qui a finalement consenti à être vivant. Et ensuite, il y eut un déjeuner de mariage dans la grande salle de Jarnis, et c'était la première fois de mémoire d'homme que la grande salle était chaleureuse. Plein de gens, tous ensemble, grands et petits, tenanciers à côté de la noblesse, serviteurs à côté de leur maître, tout l'ordre rigide et gelé de la maison froide dissous pour un jour en une seule compagnie joyeuse. Et le duc de Jarnis s'assit en bout de table avec sa mariée à ses côtés. Et il regarda le long de la salle chaleureuse, et il comprit que Pride avait fait à tout Jarnis ce qu'elle avait fait au salon du matin, au jardin et à lui. Elle l'avait dégelé, pièce par pièce, personne par personne, coutume froide par coutume froide, jusqu'à ce que le mausolée que son père avait fait soit un foyer. « Vous avez colonisé toute la maison », lui murmura-t-il, faisant écho à ce qu'il lui avait dit des mois auparavant, regardant un laquais rire de quelque chose que la femme d'un tenancier avait dit, un spectacle qu'aucun mur de Jarnis n'avait vu depuis des décennies. Il ne reste plus une seule pièce froide, pas une. Vous m'aviez prévenu que vous m'enlèveriez le costume, et vous l'avez enlevé à toute la maison en même temps, et je me trouve dans mon propre hall, entièrement dépouillé de tout ce que mon père m'a jamais mis dessus, et c'est le plus confortable que j'ai jamais été dans ma vie. Il y a encore une chose à faire, dit Pride. Et alors le dégel sera complet. Et je l'ai gardé pour aujourd'hui exprès. Elle se leva, lui prit la main et l'entraîna de la table. Elle le conduisit à travers la salle chaleureuse et bondée,
devant la compagnie étonnée. Jusqu'au grand portrait froid de son père qui était accroché, comme il l'avait été toute sa vie, dominant la table d'un air sombre, les yeux froids du duc froid surveillant l'ordre gelé qu'il avait créé. Et Pridey s'arrêta dessous, et leva les yeux vers le visage peint qui avait appris à son mari la barrière. Et elle dit, de sorte que seul Lormer puisse l'entendre, nous n'allons pas le décrocher. Ce serait sa propre sorte de froideur. Et d'ailleurs, c'est votre père, et les morts ont leur place. Mais nous allons le déplacer de la grande salle, où il peut présider à votre vie pour toujours. Et le mettre dans une galerie tranquille, où il pourra regarder d'un air sombre le passé auquel il appartient. Et à sa place, au-dessus de cette table chaleureuse, nous allons accrocher quelque chose qui est à nous. Nous deux, ou les jardins, ou la rose blanche, ou ce que nous voudrons. Pour qu'à partir de ce jour, ce qui préside à Jarnise ne soit pas l'homme froid qui a soudé votre cœur, mais la vie chaleureuse que nous avons créée au mépris de tout ce qu'il vous a appris. Il n'a plus la place d'honneur, Lormer. Il l'a eu assez longtemps. C'est à nous maintenant. C'est la dernière pièce froide. Dégelons-la aussi. Et le duc de Jarnisse leva les yeux vers le visage peint de son père. Le visage qui avait dit à un garçon de 7 ans en pleurs que l'amour était une erreur, et à un garçon de 12 ans en deuil que sa mère était une faiblesse. Et à un homme toute sa vie qu'un cœur tendre était une porte ouverte pour l'ennemi, et il ressentit pour la première fois non pas de la peur, ni de la colère, mais seulement une grande pitié bien établie. La pitié d'un homme chaleureux pour un homme froid. D'un homme qui s'était échappé pour un homme qui ne l'avait jamais fait. « Déplacez-le, dit-il doucement. Vous avez raison, comme vous avez toujours raison. Il a présidé à ma vie pendant 42 ans. Et il avait tort sur absolument tout. Et je ne le laisserai pas présider un jour de plus. Déplacez-le dans la galerie lointaine où il pourra regarder le mur d'un air sombre. Et au-dessus de notre table, nous accrocherons la rose blanche. Fester la peindra, ou quelqu'un le fera. La chose obstinée qui a survécu au froid et a fleuri quand elle a enfin été aimée. C'est ce qui présidera à Jarnisse désormais. Pas la barrière, la rose. C'est la chose la plus vraie de la maison. Et elle est à nous. Et mon père l'aurait détestée. Ce qui est exactement comment je sais que c'est juste. Ils eurent des enfants avec le temps. Et c'est en les élevant que le duc de Jarnisse acheva ce que Pride avait commencé. Car un homme peut dégeler sa maison et son propre cœur, et craindre encore, au plus profond de lui, que le froid n'atteigne la génération suivante à travers lui. Qu'il transmette la barrière de son père à ses propres enfants sans le vouloir, de la manière dont les héritages les plus froids sont toujours transmis. Ils confessent cette peur à Pride avant la naissance de leur premier enfant, dans le noir, de la manière dont il confessait ses peurs les plus profondes. « J'ai eu un père froid, dit-il, et il a eu un père froid avant lui. Et la froideur est descendue dans la lignée de Jarnisse depuis des générations. Chaque duc froid gelant le suivant. Et j'ai peur, Pridey. J'ai peur que ce soit en moi, dans le sang, dans l'éducation, plus profondément que je ne peux l'atteindre, et que je fasse à mon propre enfant, sans le vouloir, sans même m'en rendre compte, la chose que mon père m'a faite. Que je rencontre son premier chagrin avec une leçon, que je le gèle et que je transmette la barrière. Je ne veux pas. Dieu sait que je ne veux pas. Mais mon père ne pensait pas être cruel. Il pensait être sage. Il pensait me faire un cadeau. Le cadeau d'une barrière fermée qu'aucun ennemi ne pourrait franchir. Et si j'avais la même cécité, et si je gelais mon propre enfant et que j'appelais ça de l'amour, comme il l'a fait? Vous ne le ferez pas, dit Pridey. Et je vais vous dire exactement comment je le sais. Et alors vous me croirez, parce que vous me croyez toujours quand je suis franche avec vous. Elle lui prit la main dans le noir. Vous ne gelerez pas votre enfant, Lormer, parce que vous avez peur de geler votre enfant. Comprenez-vous? Votre père n'a jamais, pas une seule fois dans sa vie, eu peur d'être froid. Il croyait que la froideur était une force. Il a transmis la barrière avec une conscience claire, certain de bien faire. Un homme qui est terrifié de transmettre le froid est déjà, par cette terreur même, incapable de le transmettre sans s'en rendre compte. Parce qu'il le surveillera chaque jour en lui-même, plus attentivement que quiconque. Et au moment où il verra le froid monter en lui, au moment où son enfant pleurera et qu'une vieille voix glaciale dira « Donne-lui une leçon », il reconnaîtra la voix comme celle de son père et fera le contraire. Votre peur n'est pas le signe que vous échouerez. C'est la chose exacte qui garantit que vous ne le ferez pas.
Les ducs froids de Jarnis n'ont jamais craint le froid. Vous le craignez de toute votre âme. C'est ainsi que je sais que la lignée s'arrête avec vous, que nos enfants seront les premiers enfants Jarnis, depuis des générations, à être accueillis dans leur premier chagrin, non pas avec une leçon, mais avec une étreinte. Vous leur donnerez la chose que vous n'avez jamais eue, et vous la donnerez précisément parce que vous connaissez dans votre propre corps la taille de la blessure laissée par son absence. La cruauté de votre père, transmise à vous, finira par faire de vous le père le plus chaleureux d'Angleterre. Parce qu'il n'y a personne de plus tendre envers le chagrin d'un enfant qu'un homme qui a été gelé dans le sien. Faites-moi confiance. Je vous ai vu apprendre le nom de Fester et demander au garçon cireur s'il était blessé. Je ne m'inquiète pas pour nos enfants. Pas un seul instant. Vous ne devriez pas non plus. Et elle avait raison, comme elle avait toujours raison. Leur aîné était un garçon. Et quand il eut 7 ans, l'âge même où le propre chien du duc était mort et où son propre chagrin avait été accueilli par une leçon, le chien du garçon mourut. Et l'enfant vint à son père en sanglotant, inconsolable, son petit monde entier anéanti. Et le duc de Jarnis, qui avait redouté ce moment pendant 7 ans, sentit la vieille voix froide monter en lui, exactement comme il l'avait craint. Donne au garçon une leçon. Apprends-lui qu'il a eu tort d'aimer une chose qui pouvait être enlevée. Ferme sa barrière avant que le monde ne le fasse pour lui. Et il reconnut la voix immédiatement, comme Pridey l'avait promis, comme la voix de son père et non la sienne. Et il fit le contraire de tout ce qu'elle lui disait. Il se mit par terre. Il prit son fils sanglotant dans ses bras, ce grand duc de Jarnis sur le sol de la nurserie. Et il le serra pendant qu'il pleurait. Et il ne lui dit pas que l'amour était une erreur, ou que le chagrin était une erreur, ou qu'un garçon sage ferme sa barrière. Il lui dit la vérité chaleureuse, la vraie vérité, la chose que son propre père aurait dû lui dire 40 ans auparavant. « Ça fait mal parce que tu l'aimais », dit le duc dans les cheveux de son fils. C'est ça, la douleur. C'est l'amour qui n'a plus nulle part où aller. Et il est normal que ça fasse mal. Et tu ne dois pas en avoir honte. Et tu ne dois laisser personne te dire que tu as été stupide d'aimer une chose qui pouvait mourir. Parce que tout peut mourir, mon garçon. Tout et tout le monde. Et si nous n'aimions que les choses qui ne peuvent pas nous être enlevées, nous n'aimerions rien du tout. Et ce serait un chagrin bien plus froid que celui-ci. Et il durerait toute ta vie au lieu d'un moment. Tu l'aimais et il t'aimait. Et maintenant il est parti et ça fait mal. Et je suis là. Et je ne vais pas te dire d'arrêter. Je vais m'asseoir ici sur ce sol et te serrer aussi longtemps qu'il le faudra. Et nous pleurerons le chien ensemble, parce que c'était un bon chien et qu'il mérite qu'on le pleure. Et il n'y a aucune honte à cela. Et il n'y en a jamais eu. Et quiconque t'a jamais dit le contraire avait tort, avait peur, et méritait d'être plaint. Pleure aussi longtemps que tu le veux. Je te tiens. Je ne vais nulle part. Et le duc de Jarnis s'assit sur le sol de la nursery et serra son fils en pleurs pendant un long moment. Et il pleura avec lui, pour le chien, pour le garçon, et pour un autre garçon de 7 ans, 40 ans auparavant, qui avait pleuré seul et avait reçu une leçon au lieu d'une étreinte. Et il comprit que Pride avait eu entièrement raison, que la lignée s'arrêtait avec lui, que son propre chagrin gelé était devenu, avec le temps, la chose exacte qui lui permettait de donner à son fils la chaleur qu'il n'avait jamais reçue. Et il leva les yeux au-dessus de la tête de son fils et vit Pride debout dans l'embrasure de la porte de la nursery, la main pressée contre sa bouche et des larmes coulant sur son visage. Regardant la barrière qui s'était transmise dans la lignée de Jarnis pendant des générations s'effondrer pour toujours sur le sol d'une nursery, il pensa qu'un homme ne pouvait rien faire de plus beau de sa seule vie que cela. Prendre l'héritage le plus froid du nord de l'Angleterre et, avec l'aide d'une jeune fille sans le sou qu'il avait rencontrée dans le noir, le transformer en une seule génération en le plus chaleureux. Pour que ses enfants grandissent sans savoir que la barrière avait jamais existé. Parce que leur père l'avait démolie avant leur naissance et l'avait enterrée si profondément qu'ils ne la trouveraient jamais. Jarnis devint, dans les années qui suivirent, la grande maison la plus chaleureuse du Nord. Et la transformation fut si complète que les visiteurs qui l'avaient connue à l'époque du vieux duc pouvaient à peine croire que c'était le même endroit. Les jardins fleurissaient. Le vieux Fester, ayant une maîtresse qui aimait les cerfs autant que lui, et un maître qui s'y promenait maintenant quotidiennement, vécut jusqu'à un grand âge dans un bonheur qu'il n'avait jamais espéré.
formant de jeunes jardiniers aux arts qu'il avait cru voir mourir avec lui. Et les roses de Jarnis devinrent célèbres dans 3 comtés. Et les gens venaient de loin pour les voir. Et Fester leur faisait la visite avec une fierté timide qui aurait été impensable dans les années froides. Et il terminait toujours par la rose blanche près de la porte de l'église, l'obstinée, celle qui avait survécu à la négligence. Et il racontait son histoire, qui était devenue entre-temps l'histoire préférée de toute la maisonnée. Comment la jeune duchesse avait pleuré sur elle le jour où elle l'avait trouvée et l'avait portée en remontant l'allée. Et comment elle présidait maintenant, en peinture, au-dessus de la grande table où le portrait d'un duc froid avait regardé d'un air sombre pendant 42 ans. La maisonnée prospéra. Pridey dirigeait Jarnis comme elle l'avait commencé, connaissant chaque nom, remarquant chaque problème. Et les serviteurs qui avaient servi une maison froide comme des meubles, servirent une maison chaleureuse comme des personnes. Et ils restèrent toute leur vie, et leurs enfants entrèrent à leur service après eux. Si bien que Jarnis devint connu dans tout le Nord comme la grande maison où les serviteurs étaient les plus heureux. Une réputation si rare qu'elle était à moitié crue et entièrement méritée. Les tenanciers prospérèrent, car le duc de Jarnis, dégelé, se révéla être exactement le propriétaire que son père n'avait jamais été. Présent, juste, intéressé, on le trouvait aux confins de son propre domaine, s'enquérant de la récolte, des toits et des enfants. Un duc qui connaissait ses gens, parce que sa duchesse lui avait appris que les gens étaient la seule chose qui valait la peine d'être connue. Ils gardèrent une coutume, le duc et la duchesse de Jarnis, qui devint le cœur de l'année de la maisonnée. Chaque mois de juin, à l'anniversaire de leur mariage, ils organisaient une grande réunion chaleureuse dans la salle. Tout le domaine, grands et petits ensemble, comme ils l'avaient été au mariage. Tenanciers, noblesse et serviteurs, tous en une seule compagnie joyeuse. Et c'était le seul jour de l'année qui déclarait le plus parfaitement ce que Jarnis était devenu. Et le duc l'aimait par-dessus tout autre jour, car c'était l'opposé vivant de tout ce que son père froid avait construit. Et chaque année, à cette réunion, le duc de Jarnis racontait, sur l'insistance de Pride, et malgré ses protestations amusées, l'histoire de leur rencontre. La pièce sombre, le prétendant fui, la voix dans le noir, menaçant de lui faire payer le nettoyage de son gilet. Et la maisonnée ne se lassait jamais de l'entendre. Et les enfants la connaissaient par cœur. Et elle devint la légende fondatrice de la famille. Comment le duc le plus froid du Nord était entré dans une pièce sombre, pour échapper à 300 personnes. Et une jeune fille sans le sou avait fait irruption par la porte, fuyant un homme infidèle. Et les deux, chacun se cachant du monde dans la même pièce non éclairée, avaient trouvé par pur accident la chose qui les avait dégelés tous les deux. Vous la racontez toujours mal, se plaignait Pridey. Un de ces mois de juin, comme elle le faisait chaque mois de juin. Vous donnez l'impression que vous étiez charmant. Vous n'étiez pas charmant. Vous étiez alarmant. Vous m'avez menacé depuis le noir. J'ai failli mourir de peur. J'étais extrêmement charmant, dit le duc de Jarnis à la foule ravie. Je vous ai offert l'abri du feu. Je me suis débarrassé de votre prétendant infidèle. J'ai sauvé votre réputation d'une seule phrase. Je n'ai jamais de ma vie été plus charmant que dans cette pièce sombre. Et la preuve est que vous m'avez épousé. Ce que vous n'auriez certainement pas fait si j'avais été simplement alarmant. Je vous ai épousé, dit Pridey, parce que vous étiez secrètement chaleureux et que vous prétendiez être froid. Et je pouvais l'entendre même dans le noir, dans la toute première chose que vous avez dite. Un homme vraiment froid ne fait pas de blagues pour empêcher une jeune fille effrayée de pleurer. Vous vous êtes trahi dès votre première phrase, Lormer, et vous vous trahissez chaque jour depuis. Et tout Jarnis sait maintenant que le terrible duc froid a toujours été l'homme le plus chaleureux du Nord, et que la seule personne qui ait jamais été dupée par le costume, c'était vous. C'est la vraie histoire. Vous pouvez continuer à raconter votre version charmante. Je continuerai à la corriger. Et les enfants pourront décider par eux-mêmes qui de nous croire. Bien qu'ils aient tous clairement déjà décidé, et ce n'est pas vous, parce qu'ils ont grandi dans une maison chaleureuse. Et ils savent exactement qui l'a rendue chaleureuse. Et ce n'était pas l'homme qui a menacé une jeune fille à propos de son gilet dans le noir. Et tout le monde riait, grands et petits ensemble. Et les enfants prenaient le parti de leur mère, comme ils le faisaient toujours. Et le duc de Jarnis se soumettait à la correction avec un bonheur si complet que les serviteurs plus âgés, qui se souvenaient des années froides,
secouait la tête d'émerveillement que ce soit le même homme, la même maison, la même lignée, et il comprenait que ce n'était pas vraiment la même chose du tout. Qu'une jeune femme fuyant un prétendant infidèle avait fait irruption par une porte une nuit sans le vouloir, était entrée au cœur d'une maison gelée et l'avait allumée, pièce par pièce, âme par âme, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de froid nulle part, et que c'était la plus vraie sorte de magie qui soit, la seule qui dure. Non pas le changement d'une personne, ce qui est impossible, mais le réchauffement d'une personne, ce qui est possible. Par la simple présence patiente de quelqu'un qui refuse de croire que le froid est tout ce qu'il y a. Ils vieillirent à Jarnis, le duc autrefois froid, et la jeune fille sans le sou, qui l'avait dégelé. Et la maison fut chaleureuse autour d'eux jusqu'à la fin. Le soir de leur 50e anniversaire de mariage, car on leur accorda une longue vie ensemble, plus longue que l'un ou l'autre n'avait osé l'espérer, le duc de Jarnis fit une chose qu'il n'avait pas faite depuis de nombreuses années. Il conduisit sa femme, tous deux lents maintenant, grisonnants et contents, loin de la salle chaleureuse et bondée où 3 générations de leur famille étaient réunies, le long d'un couloir tranquille jusqu'à une porte particulière. Et il l'ouvrit et la fit entrer. Et c'était la pièce sombre. La pièce même où une jeune fille fuyant un prétendant infidèle avait un jour fait irruption par la porte et trouvé un duc froid, se cachant dans l'obscurité non éclairée. Elle n'était pas sombre maintenant. Il l'avait transformée au fil des ans en un petit salon privé, chaleureux et habité. Et il y avait un feu dans l'âtre où il n'y avait eu autrefois que des braises mourantes. Mais le grand fauteuil à oreilles se tenait toujours devant, le même fauteuil. Et le duc de Jarnis s'y laissa tomber maintenant, lentement, comme il s'y était laissé tomber un demi-siècle auparavant. Et il leva les yeux vers sa femme debout dans la lumière du feu et il dit « Vous souvenez-vous, il y a 50 ans ce soir, vous êtes entrés par cette porte comme la colère de Dieu, fuyant un homme qui ne valait pas la peine d'être fui, et vous vous êtes plaqués contre elle. Et j'ai dit « Vous avez dit, si vous pleurez sur mon gilet, je serai obligé de vous facturer le nettoyage, dit Pridey. Et je n'ai jamais oublié un mot de cela, et je ne l'oublierai jamais, parce que c'était la première phrase du reste de ma vie. Et je ne le savais pas, et vous non plus. Nous étions 2 personnes qui se cachaient du monde dans la même pièce sombre. C'est comme ça que ça a commencé. 2 solitudes, chacune ayant fui dans le noir pour échapper au regard des autres, se heurtant par pur accident dans la seule pièce non éclairée d'une maison pleine de 300 personnes. Elle vint se tenir près de son fauteuil, posa sa vieille main sur son épaule et regarda le feu. J'y ai beaucoup pensé en 50 ans, Lormer, à quel point cela a failli ne jamais arriver, si je m'étais réfugié dans une autre pièce, si vous aviez choisi un autre fauteuil, si Renwick avait été fidèle, ou si j'avais été moins prompt à fuir, ou si la porte de cette pièce particulière avait été verrouillée. Toute notre vie, les enfants, les petits-enfants, la maison chaleureuse, les 50 ans, tout cela dépendait d'une jeune fille éconduite et d'un duc caché, choisissant par pur hasard la même pièce sombre. Cela devrait m'effrayer, à quel point cela a failli ne jamais être. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Savez-vous pourquoi? Dites-moi, dit le duc, bien qu'il pensât savoir. Vous savez toujours ces choses avant moi. Parce que, dit Pridey, j'ai décidé après 50 ans que ce n'était pas du tout le hasard. Ou plutôt, que peu importe que ce soit le hasard. Parce que le sens d'une chose n'est pas dans la façon dont elle a commencé, mais dans ce que nous en avons fait. C'était peut-être un pur accident qui nous a envoyés dans la même pièce sombre. Mais ce n'était pas un accident qui vous a dégelé, ou qui a dégelé la maison, ou qui a mis fin à la barrière sur le sol de la nursery, ou qui a rempli cette salle de 3 générations qui ne connaissent pas le mot froid. Ce n'était pas le hasard, c'était 50 ans à vous choisir. Choisir chaque jour de laisser la fissure dans la barrière ouverte, d'apprendre le nom de Fester, de se mettre par terre dans la nursery, de raconter votre version de l'histoire pour que je puisse la corriger. L'accident nous a seulement mis dans la pièce. Tout ce qui a suivi l'accident, nous l'avons construit exprès, ensemble, un choix chaleureux à la fois. Et donc, cela ne m'effraie pas à quel point l'accident a failli ne jamais arriver. Parce que l'accident n'en était que la plus petite partie. Le reste, les 50 années chaleureuses, nous les avons construites. Et une chose que l'on a faite de ses propres mains, en 50 ans de choix, n'est pas fragile comme un accident est fragile. C'est la chose la plus solide qui soit.
Elle se pencha et embrassa sa tête grise. Nous étions deux personnes qui se cachaient dans le noir, Lormer, et nous sommes sortis ensemble à la lumière. Et nous y avons vécu pendant 50 ans. Et nous avons rempli une maison froide et une lignée froide de tant de chaleur que personne qui viendra après nous ne saura jamais que le noir était là. C'est ce que nous avons fait de l'accident. C'est ce que je voudrais qu'on dise de nous à la toute fin. Pas qu'un duc et une jeune fille pauvre se sont rencontrés par hasard dans une pièce sombre, bien que ce soit le cas. Mais qu'après s'être rencontrés, nous avons choisi chaque jour pendant 50 ans de faire de cette pièce sombre une maison chaleureuse. Et jamais, pas un seul jour, nous n'avons soudé la barrière. Le duc de Jarnis leva la main, prit la vieille main de sa femme posée sur son épaule, la ramena et la pressa contre ses lèvres, comme il l'avait pressée 50 ans auparavant dans une église parmi les roses. Et comme il avait voulu la presser, bien qu'il n'eût pas encore osé, dans cette même pièce la nuit de leur rencontre. « Je suis entré dans cette pièce il y a 50 ans, dit-il, pour me cacher du monde entier. Et le monde m'a envoyé par cette porte, la seule personne dont je n'ai jamais voulu me cacher. La seule personne qui m'ait jamais donné envie de sortir du noir, au lieu de m'y enfoncer davantage. J'ai passé 50 ans à être reconnaissant pour un prétendant infidèle, une fête à laquelle je n'ai pas assisté, une pièce sombre et un feu mourant. Parce que chaque accident froid de cette nuit a conspiré pour vous envoyer par cette porte, et vous avez dégelé toute ma vie. Et je ne changerai pas un seul moment des 50 ans. Ni un seul mot de cette première phrase, ni une seule particule du long et froid chemin qui m'a conduit au fauteuil où j'étais assis quand vous êtes arrivés. Il leva les yeux vers elle dans la lumière du feu, dans la pièce chaleureuse qui avait autrefois été sombre. Je vous ai menacé de vous faire payer le nettoyage de mon gilet, et vous m'avez épousé quand même, vous m'avez dégelé. Vous m'avez donné 50 ans, une maison chaleureuse et des enfants qui n'ont jamais connu la barrière. C'est le meilleur marché qu'un homme ait jamais fait. Et je l'ai obtenu en me cachant dans le noir et en étant trouvé. Restez un moment, Pridey. Asseyez-vous avec moi près du feu dans la pièce où tout a commencé. Les autres peuvent se passer de nous pendant 1 heure. Je trouve que je veux être, juste pour un petit moment, exactement là où nous avons commencé. 2 personnes dans une pièce chaleureuse maintenant, qui étaient autrefois 2 personnes dans une pièce sombre, et qui ont choisi, et choisi, et choisi, jusqu'à ce que le noir soit parti pour de bon. Et elle s'assit avec lui près du feu dans la pièce où tout avait commencé. Le duc autrefois froid, et la jeune fille qui l'avait dégelé. Grisonnante maintenant, contents et amoureux depuis un demi-siècle. Tandis qu'au-delà de la porte, la maison chaleureuse qu'ils avaient construite ensemble abritait 3 générations de la vie qui avait commencé. Une nuit sombre, avec un prétendant fui, un duc caché et une seule porte ouverte par accident sur l'ensemble de la nuit.